Avec ou sans parure, avec Mehdi Touassi. Bonjour et bienvenue amis auditeurs dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Casablanca sur le 99.2, à Rabat le 105.4. Depuis la victoire de Macron dimanche, des questions reviennent avec insistance. Pour qui les Français du Maroc ont-ils voté ? Qui sont ceux qui ont préféré au Front républicain la candidate du FN. Mais aujourd'hui, nous ne traiterons pas de ces questions. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir pour qui nos éméreux vivant en France ont-ils voté et pourquoi. Nos éméreux ont-ils privilégié dans leur choix l'intérêt du Maroc ou l'intérêt de leur pays de résidence, la France ? Et enfin, comment comprendre cette victoire d'Emmanuel Macron ? Présidentielle française vue du Maroc, c'est l'intitulé de ce débat et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Tout d'abord, Stéphane Colla, vous êtes membre de la direction collégiale des Républicains au Maroc. Vous êtes également représentant de François Fillon. Vous étiez collaborateur politique pendant une quinzaine d'années, notamment en tant que chef du cabinet de Philippe Séguin, ancien ministre français des Affaires sociales et de l'Emploi. Vous êtes par ailleurs chef d'entreprise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Stéphane Colla, bonjour. Bonjour et merci. C'est moi qui vous remercie également dans le tour de table. Nizar Benhammat, journaliste indépendant, vous êtes membre du mouvement ENFA, lauréat de l'Institut supérieur de l'information et de la communication. Vous avez appartenu à plusieurs rédactions de médias électroniques. Vous avez également fait partie de la fondation Abdelrahim Bouhabid. Bienvenue Nizar Benhammat. Merci, c'est juste le mouvement Anfas. Anfas, très bien. Également dans le tour de table, Rachida Chachi, chroniqueur au Matin Luxe, chercheur en économie et en anthropologie. Vous êtes membre fondateur du laboratoire d'économie du développement. Vous êtes aussi professeur à l'Institut supérieur d'ingénierie et des affaires. Vous avez travaillé sur les déterminants anthropologiques de la dynamique économique de certains groupes ethniques. Bienvenue Rachida Chachi. Merci Mehdi. C'est moi qui vous remercie tous messieurs d'être venus. Tout de suite l'édito préparé par la rédaction et bien sûr on se retrouve juste après pour vos réactions. Les Français ont leur nouveau président depuis dimanche dernier. Il s'appelle Emmanuel Macron, il a 39 ans et il a réussi à damer le pion au ténor de la politique française, gauche et droite confondues. Lui, le parfait inconnu, il y a seulement 3 ans, a présenté aux Français une nouvelle alternative à la seule alternance qu'ils aient connue jusque-là, entre les socialistes et le Parti des Républicains, tous les deux absents de l'affiche du second tour. Une victoire et un clap de fin à une campagne dont les Français se souviendront longtemps. Par le parcours atypique du nouveau président français, mais aussi par un parti d'extrême droite qui n'a jamais volé aussi haut, jusqu'à se rapprocher sérieusement des portes de l'Élysée pour rater, au final, la dernière marche. Mais c'est une extrême droite plus forte que jamais qui sort de la bataille de la présidentielle. Ce sont tout de même plus de 11 millions de Français qui souhaitaient voir leur pays dirigé par le Front National. Et ça, c'est historique. Quelle lecture en faire ? Nous en débattrons avec nos invités. Par ailleurs, les Français du Maroc ont aussi voté. Et selon les chiffres de l'ambassade de France au Maroc, Emmanuel Macron est arrivé très largement et incontestablement en tête, avec pas moins de 92% des suffrages. Il n'en reste pas moins que la candidate du Front National avait ses adeptes au Maroc, minoritaires certes, mais qui ont fait le choix de l'extrême. Un choix que beaucoup de Marocains ont encore du mal à comprendre. Nous y reviendrons également. Nous débattrons aussi du choix des Marocains de France. Que leur promet Emmanuel Macron et que risquait-il avec Marine Le Pen ? Enfin, quels enseignements majeurs y a-t-il à relever de la présidentielle française pour le Maroc ? Au niveau principalement du renouvellement de la classe politique, l'élection d'un président issu d'un mouvement qui n'est pas un parti politique semble sonner la fin d'un exercice traditionnel de la politique qui s'essouffle et qui, s'il n'est pas appelé à disparaître, du moins, il est appelé à revoir sa copie. En quoi le modèle Macron peut-il être un exemple à suivre pour la jeunesse du Maroc qui ne trouve pas son compte dans l'offre des partis politiques ? C'est le débat que nous ouvrons avec nos invités cet après-midi dans Avec ou sans parure. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Nizar Benhammat, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Première réaction à l'édito. Écoutez, Rapprochez-vous du micro, parlez bien au centre, merci. Écoutez, cette élection est différente à nul autre pareil. D'abord, on a vu une personnalité, Emmanuel Macron, qui n'était pas dans la politique, on va dire, on va quand même compter son passage à l'Élysée, donc au moins durant 5 ans, qui n'avait pas de parti politique, qui vient quand même de remporter l'élection présidentielle de la 5e puissance du monde. C'est un événement inédit.
Deuxième chose, c'est la première fois que le parti Les Républicains, donc RPR, UMP et finalement les Républicains, n'arrivent pas au deuxième tour. Donc c'est aussi un événement très important. Bon, pour le PS, c'est déjà arrivé en 2002, mais c'est quand même un événement que le PS se retrouve si bas. Donc on se retrouve avec une personnalité qui n'est si jeune, qui n'avait pas fait l'élection, qui ne faisait pas d'élection, qui son premier mandat d'ailleurs électif, et qui se retrouve au plus haut poste de l'État français. Et de l'autre côté, les deux partis traditionnels qui ne sont pas en deuxième tour. Pour l'un, il est en état de clinique, il va peut-être mourir. L'autre, il se tient, mais c'est quand même un coup pour lui de ne pas se retrouver au deuxième tour pour la première fois pour diverses raisons. Donc voilà, c'est un événement complètement nouveau qui concorde avec ce qui se passe dans le monde entier, c'est-à-dire un changement en profondeur de système démocratique dans les, entre parenthèses, pays occidentaux. Stéphane Cola, membre de la direction collégiale des Républicains au Maroc. Première réaction à l'édito. Eh bien, et pour rester sur l'édito. Merci. D'abord, je dirais que cette campagne électorale est enfin terminée et on ne peut qu'éprouver une forme de soulagement parce que c'était difficile. C'était une sale campagne qui s'est mal passée pour beaucoup. Qui a créé des tensions énormes dans le pays et qui a abouti à un second tour. Excusez-moi, quand vous dites une sale campagne, vous faites allusion à quoi ? Je fais allusion aux scandales qui ont émaillé la campagne tout au long de ces 2-3 derniers mois. Je fais allusion au deuxième tour qui a vu le Front National arriver en position quasi éligible, puisqu'on a pu trembler un moment en pensant que le Front National allait arriver au pouvoir. Donc cette campagne a été dure, elle a tendu les Français qui n'avaient pas besoin de ça davantage, et donc on éprouve une forme de soulagement qu'elle soit finie. Au-delà de ça, on éprouve aussi une forme d'inquiétude, parce que le président nouvellement élu, même s'il a réuni 65% des Français, il se trouve président sur des bases qui sont extrêmement fragiles, et qui augure mal de ce que va devenir la France, ou en tout cas sa possibilité de se réformer dans les 5 ans qui viennent. Donc à la fois soulagement et en même temps inquiétude pour l'avenir. Rachida Chachi, chroniqueur Matin Luxe. Effectivement, il y a eu des scandales, mais je pense que le principal scandale était le soutien inconditionnel apporté par la France d'en haut à un seul candidat, Emmanuel Macron, notamment le pouvoir politico-médiatique, le pouvoir financier, industriel. Donc on a eu la convergence d'intérêts de différents centres de pouvoir, aussi bien économiques que politiques, focalisés sur un candidat qu'on ignorait qui il était il y a 2 ans, qui a été propulsé et projeté avec un chemin tout préparé. C'est-à-dire, dès qu'il y a un obstacle, il a fallu l'éliminer comme si Fillon était le seul à avoir des casseroles ou des cadavres dans le placard. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais ce qui m'intéresse au niveau de l'édito, c'est qu'on continue de parler de droite, de gauche, d'extrême droite, sachant que je pense que désormais c'est acté que ce clivage est dépassé et obsolète. On ne peut plus parler de gauche-droite. Et que les élections en France, hier ou avant-hier, aux États-Unis avec Trump et en Angleterre, prennent plus la forme d'un référendum pour ou contre la mondialisation plutôt que d'élections clivées gauche ou droite dans ce schéma d'alternance qui aujourd'hui est dépassé. Et donc aujourd'hui, on avait le choix. Alors, les 35% qui ont voté Marine Le Pen ne sont pas tous des gens qui voulaient que le Front National soit au pouvoir. C'était principalement des gens qui votaient également sous la forme... Alors, il y avait le barrage anti-FN d'un côté, mais il y avait également un barrage anti-mondialisation de l'autre côté. Donc beaucoup de ceux qui ont voté Marine Le Pen ont voté pour faire barrage à la mondialisation, à l'ultralibéralisme, à l'européisme, au déracinement, aux délocalisations, à plein d'aspects négatifs. C'est-à-dire qu'on pourrait retrouver des gens qui ont voté Mélenchon, qui au second tour ont voté Marine Le Pen ? Alors, la majorité s'est abstenue, mais il se pourrait qu'une minorité ait effectivement voté Marine Le Pen. Non, mais je parle d'un flottant électoral qui n'est pas ancré dans un parti structuré comme les Insoumis ou bien comme le Front National, mais qui a une sensibilité pro-souverainiste. D'accord. Donc il s'est plus retrouvé. Alors au second tour, déjà, il avait pas trop le choix. Il n'y avait pas Mélenchon, il y avait Marine Le Pen et Macron. Au départ, on a vu, c'est-à-dire si on fait la somme de tous les européistes, c'est-à-dire des résultats, à savoir Fillon, Macron, Hamon, et si on fait la somme de tous les souverainistes de l'autre côté, c'est-à-dire Marine Le Pen, Mélenchon, qui est un souverainisme de gauche, Nicolas Dupont-Aignan, on trouve quasiment du 50-50.
50-50. Le schéma a changé, le rapport de force a changé au niveau du deuxième tour, tout simplement parce qu'il y a tout un travail qui se fait depuis des décennies, qui tend à faire du Front National un peu l'épouvantail qui permet de légitimer, de justifier l'élection de celui qui est en face. On l'a vu au niveau du premier tour, tout le monde se battait uniquement pour passer au deuxième tour et être deuxième, parce que face à Marine Le Pen, tout le monde était assuré de passer. Donc on n'est pas dans un vrai clivage démocratique, on est, comme j'ai dit, dans un autre clivage qui est mondialiste, souverainiste. Et là encore, on a des castors des deux côtés qui font barrage, du côté du pouvoir de la France d'en haut, celui de Macron, et celui de la France d'en bas, perdu, qui cherche à se retrouver, qui ne trouve pas encore un vrai parti qui incarne toutes ces valeurs. Et là, le Front National, il est à cheval entre deux électorats, ce qui a d'ailleurs causé sa perte, parce qu'il n'a pas su trancher. Son électorat originel, c'est-à-dire le noyau dur, qui se trouve à l'est de la France et au sud de la région alpine, qui vote par conviction Front National depuis des décennies, et puis le virage à gauche du Front National, ou disons le virage social qui a été entamé à partir de 2002-2009 principalement, et puis avec Marine Le Pen, qui tend à introduire dans le discours du Front National un discours économique, social, souverainiste, qui a fait que le vote Front National a pu s'étendre à l'intérieur de la France, du côté du centre de la France. Et donc, durant cette élection, Marine Le Pen a perdu des voix au niveau de son foyer original, c'est-à-dire de l'Est de la France, mais elle a gagné quelques voix de l'autre côté de la France, mais au final, elle n'a pas tranché. Donc, on a un discours xénophobe qui ne marche plus. D'ailleurs, des études statistiques démontrent que la corrélation entre le nombre d'immigrés et le vote Front National s'estompe de plus en plus. Mais par contre, il y a une plus grande sensibilité au discours souverainiste, anti-européiste, etc. Mais là encore, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et le sourire de la crémière. À un certain moment, le Front National devra trancher. Il devra proposer un autre candidat beaucoup plus compétent que Marine Le Pen, et déjà qui ne portera plus le nom de famille Le Pen. Si réellement on veut un changement. Mais là encore, c'est le piège, c'est que plus le Front National se soumet au dictat du système, plus il se normalise, et moins il devient intéressant pour les contestateurs. Stéphane Colas, membre de la direction collégiale des Républicains au Maroc, pour rester et pour centrer dans un premier temps le débat sur l'Afrique et sur le Maroc et notre relation, on va dire, avec la France. Est-ce que les deux candidats, Marine Le Pen et Macron, est-ce que ces deux candidats avaient des visions différentes par rapport à l'Afrique en général et par rapport justement aux rapports bilatéraux Maroc-France? Est-ce qu'on peut y voir deux candidats différents ou est-ce que c'est le même agenda? Alors d'abord, je crois que bien malin celui qui est capable de répondre à cette question avec précision, parce que ni l'un ni l'autre ne se sont exprimés réellement sur cette question. Le programme d'Emmanuel Macron, et pas simplement sur les questions de politique internationale, est un programme extrêmement flou, et Marine Le Pen a fait toute sa campagne sur des questions qui sont centrées sur la France franco-française, en s'exprimant relativement peu sur la politique étrangère. Et c'est normal ça pour des prétendants à la magistrature suprême quand on est justement on aspire à gouverner la 5e puissance économique mondiale? Mais c'est bien pour ça que je vous disais qu'on sort de cette campagne avec une forme de nausée. C'est que on l'a bien vu au moment du débat auquel nous avons assisté, du débat du second tour. On s'est tous dit, enfin en tout cas pour beaucoup d'entre nous, qu'on avait deux candidats qui n'étaient pas au niveau. C'est-à-dire que le débat n'était pas au niveau, que les sujets abordés étaient très en dessous des attentes des Français et très en dessous des enjeux du pays. Et donc on avait une bataille de nains pour diriger un pays qui aspire à faire partie des géants. Enfin, on avait un vrai décalage. Ouais. Nizar Benhammat, journaliste indépendant, par rapport justement à cette question et cette vision, est-ce que les deux candidats avaient une vision différente du Maroc et de l'Afrique, ou est-ce qu'on était sur du pareil au même, ou est-ce que tout simplement il y avait une absence, comme le disait à l'instant Stéphane Colas, une absence totale de vision par rapport à un continent qu'on présente souvent en France comme étant le futur moteur de la croissance mondiale? Écoutez, moi, en tout cas pour Macron, il a pris beaucoup de temps pour déjà décliner son programme, et son programme, il reste quand même flou. On ne sait pas d'où il parle. Ou plutôt, on sait à peu près, mais lui, il dit ni de droite ni de gauche. Je voulais juste reprendre parce que quand même le clivage droite-gauche, il reste quand même valable et il va le rester toujours. C'est pas parce que, on va dire, je vais juste ouvrir une petite parenthèse, je vais refermer très vite. C'est pas parce qu'il y a le clivage libéral, antilibéral qui fausse une certaine gauche et une certaine droite que ça efface ce que c'est traditionnellement, historiquement, au niveau philosophique, ce que la droite et la gauche. C'est pas du tout la même chose de répartir les richesses que de ne pas les répartir. C'est pas la même chose que de faire une politique pour le travail que de faire une politique pour le capital. Bon, on pourra s'attendre
beaucoup sur ce sujet. Mais d'un point de vue pratique, mais je referme la parenthèse. Pratique, ouais. Maintenant, sur la question africaine, bon, il reste flou. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, mais on peut dire que peut-être, puisqu'il n'a pas peut-être une vision très détaillée de ce qu'il veut faire, qu'il va rester quand même dans les fondamentaux de la France, dans les lignes déjà tracées de l'État français. Après, lui, il va s'occuper plutôt de la France, d'autres relations, et que ça va rester. Après, la Marine Le Pen, je ne crois pas qu'elle est préparée. Je crois qu'elle n'imaginait même pas être présidente de la République. Et on a vu ça très bien en second tour. Elle ne maîtrisait pas ses dossiers. C'est qu'elle avait plein de fiches autour d'elle. Emmanuel Macron n'en avait aucun. Elle a commis plusieurs erreurs sur le débat, sur les questions économiques, sur la précision des chiffres, comment il sortait, d'où il trouvait pour financer ses projets. Et il s'est pris les pieds dans le tapis à plusieurs reprises. Donc on a vu que ce n'était pas du tout au niveau. Et on dit que devant Macron est au niveau, mais parce qu'il y a devant une femme qui ne connaît pas du tout ses dossiers. Mais quand on regarde la France, que les gens regardent, quand vous voyez ce second tour, ce n'est pas la France qu'on connaît. La France mérite mieux que ça, des deux côtés. En même temps, ce sont les Français qui ont fait les choix. Hein. Oui, bien sûr, ils ont le droit, et ça respecte, mais, avec une forme de choix par mais il y a beaucoup de gens, parce que je rappelle juste qu'au niveau des votes, c'est Emmanuel Macron le premier, le deuxième, c'est les bulletins, l'abstention et les votes blancs. Ouais. Donc c'est en deuxième. Donc il y a beaucoup de dégoût dans cette élection. D'ailleurs, même Emmanuel Macron, si on fait le calcul, il n'a même pas 50% des Français qui ont voté pour lui. Oui, mais c'était le cas, je le rappelle, quand même, pour d'autres présidents bien avant lui. Hein. Ouais, mais c'était le cas notamment Chirac en 2002. Chirac, mais même avant, Giscard d'Estaing, un certain nombre de présidents de la République française n'ont pas eu 40% des inscrits, en tout cas sur les listes de vote. Ce sont des personnalités politiques qui ont roulé leur bosse dans la politique et qui ont quand même, qu'on le veuille ou non, ont une certaine idée de l'État, du service public, pas comme M. Macron, qui est un produit marketing. On reviendra sur ça, mais moi je voudrais quand même qu'on se focalise un petit moment quand même sur l'Afrique, le Maroc et cette absence apparemment, d'après ce que vous nous dites, de programme de vision pour le continent et puis de vision par rapport aux relations bilatérales Maroc-France, alors qu'on sait que il y a quand même des représentants du Parti En Marche. Enfin, le parti, non, c'est pas un parti, le mouvement En Marche de Macron, qui ont été très actifs ici à partir donc du Maroc. Mais la question que je voudrais aussi la poser à Rachida Chachi, chroniqueur au Matin Luxe, deux candidats avec deux approches différentes par rapport aux relations internationales et par rapport surtout à la question africaine, la question marocaine, ou est-ce que c'est du pareil au même, ou c'est une absence totale de programme, comme semblent le dire Nizar Benamat et Stéphane Colas. Rachida Chachi, chroniqueur au Matin Luxe. Non, je pense que contrairement à Emmanuel Macron, Marine Le Pen s'est prononcée clairement concernant sa politique en Afrique elle a déclaré être contre le franc CFA et pour la fin de la France-Afrique. Donc elle voudrait limiter la collaboration accrue avec les pays de la région sahélo-saharienne uniquement sur la question sécuritaire, c'est-à-dire pour aider ces pays à affronter le djihadisme dans la région, mais qu'il faut arrêter avec ces schémas de domination et de traiter d'égal à égal. Et c'est là où on retrouve l'approche souverainiste. Alors, peut-être que n'est pas au cœur historique du FN, mais c'est la rhétorique qui est actuellement mise en avant, une rhétorique souverainiste. Et là, ça n'a pas été retenu par Stéphane Colas, par Nizar Benamat, c'est-à-dire que finalement c'est un discours qui ne passe pas, qui n'est pas audible. Parce qu'il n'est pas relayé systématiquement par les médias. Ah bon, elle le dit où ? Elle le dit dans des tavernes ? Dans des vidéos. Non, mais elle le dit, mais il n'est pas relayé. Je veux dire, elle le dit une fois sur BFM, par exemple, mais ça s'arrête là. Par contre, quand c'est Macron qui dit un truc, on le répète, il est dans toutes les unes, il est dans tous les magazines et tous les journaux. Ouais. Donc il est plus audible, en quelque sorte. Mais si vous regardez dans le programme du Front National, vous trouvez la fin du franc CFA et la fin de la France-Afrique. Et par contre, une collaboration plus accrue au niveau sécuritaire. Mais si on veut bien comprendre la géopolitique, parce que là on parle de géopolitique, de Macron, si elle existe, et elle existe réellement, même si lui, il ne le sait pas, et la géopolitique du Front National ou des souverainistes de l'autre côté, il faut comprendre également qu'est-ce qui la soutient comme substrat au niveau de la France. C'est que tout à l'heure, je parlais de deux France. Une France de l'Est qui a voté massivement Front National au premier tour et au second tour, et une France de l'Ouest qui a voté pour Macron. Et pour le Parti socialiste de manière minoritaire. Alors si on voit historiquement, parce qu'il faut de la profondeur historique pour comprendre les constantes anthropologiques qui structurent la France, on trouve que la partie Est qui a voté pour Marine Le Pen, à savoir l'Alsace, la Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais, et puis la zone sud alpine, on trouve que ça coïncide exactement avec la Lotharingie.
La Lotharingie, c'est l'une des 3 composantes de l'ancien empire de Charlemagne, qui était dit 53, et qu'on appelle également la Grande Suisse. Et puis de l'autre côté, la France qui a voté massivement Macron, c'est la France océanique. Donc la France lotharingienne qui a voté pour le Front National, c'est la France continentale, je vais l'appeler comme ça, eurasiatique ou continentale. Et puis qui est souverainiste et conservatrice. Et puis il y a l'autre France océanique, c'est-à-dire la Bretagne, l'Aquitaine, c'est la France des Plantagenets. C'est-à-dire c'est la France qui a été dominée par les Anglais pendant des siècles. C'est une France qui est tournée vers l'océan, qui est tournée vers l'Angleterre, qui est tournée vers l'Atlantique. Et donc c'est une géopolitique insulaire qui peut émaner de ce paradigme-là. Et donc on aura 2 géopolitiques. Une géopolitique tellurique, conservatrice, continentale et souverainiste, même si Marine Le Pen elle-même, peut-être elle n'en a pas conscience, mais il y a des dynamiques qui traversent des fois des courants politiques sans qu'ils le sachent. Et puis de l'autre côté, on a une géopolitique maritime insulaire thalassocratique. Et là, du point de vue de l'Afrique, ça dépend d'où on se place. C'est-à-dire, si je suis un Marocain ou un Malien, entrepreneur, libéral, émancipé, entre guillemets, et nomade, pour parler comme Jacques Attali, là, bien sûr, Macron, c'est génial. C'est-à-dire, c'est un marché qui s'ouvre, c'est des possibilités, etc. Mais si je suis un pauvre paysan malien ou un ouvrier marocain ou un chômeur marocain ou algérien ou tunisien, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est-à-dire, je préférais avoir un souverainiste au pouvoir qui respecte la souveraineté de mon pays et qui me permet de traiter d'égal à égal et de ne pas subir des schémas de domination systématiques avec la trahison des élites africaines, notamment, qui collaborent avec ces mêmes élites financières et économiques françaises. Donc, je pense qu'on a 2 paradigmes. Il est important de voir de qui on parle dans chacun des pays. Rachida Chassis, c'est-à-dire que vous auriez souhaité que Marine Le Pen soit au pouvoir et vous pensez, corrigez-moi si je traduis mal, en tout cas, le fond de votre pensée, vous pensez que il me semble, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, que vous auriez souhaité que les éméreux votent pour le Front National ? Non, je n'ai pas à dire... Non, je ne peux pas appeler les éméreux à voter pour le Front National. Je peux comprendre parfaitement qu'ils votent contre ou qu'ils ne votent pas. Et j'aurais préféré qu'ils ne votent pas du tout. D'accord ? Parce que le vote pour Emmanuel Macron, c'est un vote de soumission. D'accord. Et un vote pour le Front National, c'est un vote très problématique pour les MRE. Donc, c'est très, très mal parti. Ouais. Mais je ne parle pas des MRE, je parle au niveau géopolitique. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le Front National que je voulais personnellement en tant que Marocain voir venir au pouvoir, mais c'est une dynamique souverainiste. Tout à fait. Pour l'instant, mais les seuls à l'incarner, c'est bien. Non, c'est pas les seuls. Il y en a d'autres, mais le seul qui peut être perçu comme un vote utile à court terme, c'est bien le Front National. D'accord ? Et donc, partant de là, on arrête avec le délire du fascisme, du retour des chambres à gaz, etc. Et on parle un peu plus sérieusement. Je veux dire, même si le veut, il n'a pas... Et là, on n'est pas dans le négationnisme, non, on n'est pas dans le... Ouais. Heureusement qu'on n'est pas en France. Qu'on peut parler librement, relativement librement de ces sujets-là. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la Constitution de la Ve République, les institutions en France, l'Union européenne et le monde d'aujourd'hui et la population française d'aujourd'hui ne permettent pas à un mouvement d'appliquer ce qui s'est fait sous Vichy. Je veux dire, même si réellement on admet qu'elle est une fasciste, etc. Elle n'aura pas la marge de manœuvre. Il y a les législatives, elle n'aura pas la majorité. D'accord ? Donc il y aura des forces de blocage. Au niveau de la Constitution, elle n'a pas les prérogatives suffisantes pour mettre en place une politique pour virer tous les étrangers ou la déchéance de nationalité. Il y a la Cour constitutionnelle, donc c'est un délire tout simplement. Par contre, le seul point négatif... C'est un fonds de commerce. Mais bien sûr, c'est un point qui permet de légitimer de l'autre côté, parce que Macron, sans le vote barrage, il aurait eu, je sais pas, 40%, 35% maximum. Parce que les sondages le démontrent, c'est que les gens qui ont voté pour le programme de Macron ne dépassent pas 15%. Et il y a 8% qui ont voté pour sa personnalité, parce qu'ils le trouvent charmant. C'est dire le niveau d'effondrement politique et culturel d'une partie de la population française, totalement zombifiée par un pouvoir politique et médiatique qui les a abrutis à coups de télé-réalité et de Hanouna et de Ruquier. Donc on se retrouve avec une population incapable de voir où se trouve son vrai intérêt et qui vote massivement pour celui qui va travailler contre leur intérêt, mais de manière beaucoup plus subtile et beaucoup plus perverse. Ça veut dire, en 2 mots, Marine Le Pen aurait été plus utile pour la France et pour les Français ? Pas pour tous les Français, mais en tout cas pour le Maroc. Alors, ça dépend de quel Maroc. Non, mais je parle en tant que Marocain. Je n'ai pas parlé au nom des Français. Mais ce que je veux dire, c'est que... pour le Maroc, ça aurait été plus utile alors ? Je pense qu'à long terme... Alors, ça dépend de quel Maroc. Est-ce qu'on parle du Maroc actuel, qui mène des politiques libérales, qui est en train d'obéir au dictat du FMI ? Non. D'accord. Mais si on parle d'un Maroc potentiel, c'est lui qui est latent en chacun de nous et qui peut se réveiller à n'importe quel moment
d'accord, et se traduire par une dynamique souverainiste au Maroc, identitaire au sens ouvert du terme et pas fermé, de renouer avec nos racines et de ne pas subir la modernité, cette modernité radicale qui s'impose à nous, et de trouver notre propre voie d'évolution dans ce monde, oui, c'est une bonne chose pour ce Maroc-là. Ouais. Stéphane Colas, membre de la direction collégiale des Républicains du Maroc, peut-être une réaction aux propos de Rachid Hachachi. Comment est-ce qu'il faut les comprendre et comment est-ce que nous, au Maroc, on peut comprendre le vote des Marocains qui s'est tourné, on va dire en grande partie, en tout cas ce vote s'est tourné vers le candidat Emmanuel Macron, désormais président. Il faudra s'y habituer. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce vote? Comment est-ce que vous l'interprétez à votre niveau, Stéphane Colas? Alors d'abord, je souscris pour une bonne part à ce qui vient d'être dit. La campagne de l'entre-deux tours avec Emmanuel Macron qui a passé 15 jours à aller déposer des gerbes sur des lieux de mémoire nazis, c'était juste pathétique et c'était très en dessous de ce qu'on pouvait attendre d'un candidat à l'élection présidentielle. La peur, vouloir mobiliser les peurs, je ne suis pas certain que c'était dans le camp de Marine Le Pen qu'on mobilisait les peurs, c'était dans le camp d'Emmanuel Macron qui n'a cessé de crier au retour du fascisme. Et je comprends aussi l'aspiration à la souveraineté, puisque le vote du Front National est mu par deux aspirations, je pense, c'est-à-dire l'aspiration à davantage d'identité, c'est-à-dire qu'on a des Français qui ont le sentiment qu'ils sont progressivement dépossédés d'une partie de ce qui fait leur fondement, par l'Europe, par l'immigration, par la mondialisation, etc. Et puis également par un cri de colère d'une classe politique qui est en échec depuis 40 ans. Et les Français supportent extrêmement mal de regarder, élection après élection, année après année, leur pays s'enfoncer sur la voie du déclin avec des hommes politiques qui ne se renouvellent pas et qui proposent toujours, ou qui ont l'air de proposer toujours les mêmes solutions. Donc on peut comprendre parfaitement, même si on ne le partage pas forcément, on peut comprendre parfaitement le vote Front National. Et effectivement, il est complètement idiot de dire qu'il y a 30 ou 35% de racistes ou de xénophobes en France. Il y en a au Front National, ça ne fait pas de doute. Il y a même parmi les leaders du Front National des gens qui sont quasi officiellement xénophobes. Ça représente une toute petite partie, ça sert d'alibi au Front républicain. Mais l'essentiel des gens qui votent pour le Front National et l'essentiel de leurs dirigeants ne sont pas à jeter ou à classer parmi des fascistes. C'est à nous, au contraire, si on veut... Ça sert d'alibi au Front républicain, y compris votre propre parti, les Républicains. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, si j'ai bien compris. Il se trouve que le Front républicain, le piège du Front républicain, il est plutôt refermé sur la droite d'une manière générale depuis 20 ans, puisqu'on nous fait le coup à chaque élection, c'est-à-dire que les socialistes viennent nous voir en nous mettant le couteau sur la gorge en disant il y a deux solutions, soit vous êtes Front républicain, soit vous êtes complice des fascistes. Et donc on se retrouve face à une équation. Et en 2002, c'est pas un peu ce qu'a fait la droite française? Je suis assez d'accord, sauf qu'en 2002, on avait Jean-Marie Le Pen. Je vous pose la question, non, mais c'est vrai. Pas une affirmation. En 2002, il a coulé de l'eau sous les ponts. Depuis, on avait Jean-Marie Le Pen. On avait toute l'histoire. C'est-à-dire que le Front National est un parti qui vient de loin. Ça fait 40 ou 50 ans qu'on le suit. Il y a eu une histoire, dure. Il y a eu tous les dérapages de Jean-Marie Le Pen, son entourage absolument abominable, qui ont fini par quitter le Front National. La dédiabolisation, puisque c'est l'expression consacrée, entamée par Marine Le Pen, a clairement fonctionné. Je veux dire que le Front National n'a plus le visage qu'il avait il y a ne serait-ce que 15 ans. Et même s'il reste, et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle il me semble encore impossible de voter Front National, même s'il reste dans l'ADN du Front National, et on l'a bien vu pendant ce débat des deux tours, une forme de violence qui, moi, me dérange profondément, il est fou. Il est contre-productif, il est extrêmement maladroit et même très malhonnête de crier en permanence au retour du fascisme pour le Front National. Nizar Benamat, journaliste indépendant, vous voulez peut-être d'abord réagir, allez-y. Je ne suis pas d'accord avec aucun des deux, sauf pour la partie que faire l'épouvantail avec le FN et l'associer au fascisme, ça marche pas et ça marche plus, ce genre d'argument. Il faut arrêter de faire de la morale aux gens, c'est pas une question de bon sentiment ou de mauvais sens, c'est une question de programme. Pourquoi? La question qui se pose, c'est pourquoi le FN monte. Le FN se retrouve au deuxième tour après un quinquennat catastrophique d'un pouvoir soi-disant socialiste qui a promu de renégocier les traités européens, de faire une politique pour le travail, pour les salariés et pour une taxation qui s'est cassée la gueule, qui reste tout de même symbolique, donc on ne va pas beaucoup passer de temps dessus. Donc c'est un quinquennat qui s'est cassé la gueule et qui a joué avec le feu en
prenons la question de la déchéance de nationalité qui était une sorte de ligne rouge des républicains ou même des gens de la droite ont sauté de leur place, dire non, on ne peut pas jouer avec ce genre de choses. Donc le FN monte après ce quinquennat où il y a une partie des gens qu'on appelle les perdants de la mondialisation et les gagnants de la mondialisation. Le FN monte parce qu'il y a d'un côté les déçus de cette politique-là qui les a déçus. Normalement, les ouvriers, on dit que les ouvriers, ils votent à gauche, c'est pour la gauche. Maintenant, ça s'est déplacé, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, les gens, les salariés, les fonctionnaires, les ouvriers, les gens qui ont que leur travail pour gagner leur vie, ils votent naturellement et ils se retrouvent dans la gauche. Sauf qu'à chaque fois, ils étaient trahis. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a d'un côté la montée du FN avec on va dire, le côté souverainiste, service public qui vient d'être introduit par Marine Le Pen depuis qu'elle est venue à la tête du FN. Donc maintenant, elle leur parle. Après, si son programme marche, moi je crois pas du tout. Je crois que c'est une façon de récupérer un discours de gauche et jouer sur les consciences. C'est une sorte d'illusionniste qui essaie d'endormir les gens. On a bien vu ça pendant le deuxième tour, où maintenant on a deux personnalités qui sont arrivées au deuxième tour. On a essayé de parler du programme et je trouve que c'est quand même du vide. Donc je veux bien qu'on parle pas du fascisme, mais à chaque fois on fait peur aux gens avec la morale et tout, c'est parce que c'est insupportable, ça sert à rien. Il faut mettre programme contre programme. Mais c'est très mal avisé de dire que Marine Le Pen peut arriver au deuxième tour, peut arriver à la présidence, et après, non, elle n'aura pas de majorité, il y aura le Parlement. C'est très mal avisé de penser que, parce que cette femme n'arrive pas de nulle part. Elle était la porte-parole de son père en 2007, au moins en 2007, et elle a une histoire derrière elle, et le parti, il est connu. Il ne suffit pas de maquiller le programme pour dire « Ah, ces gens-là, ils sont fréquentables ». Non, c'est des gens qui sont dangereux. Et par contre, il faut essayer, de faire programme contre programme. Et c'est exactement ce que Mélenchon a fait, parce que on l'a donné à 26%, 27%, voire même à 30%. Alors, je vous ai laissé réagir, Nizar Benamat, mais la question de départ n'était pas du tout celle-là. La question de départ était de savoir, bien sûr, les choix sont respectables, et nous, au Maroc, j'observe qu'à travers les différents articles sur les différents supports Internet, médias, bien évidemment, les différents supports médias, que nous faisons un focus sur les 560 Français qui vivent au Maroc et qui ont voté Front National. Et je me demande, et je vous pose la question, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de comprendre la dynamique qui sous-tend le vote des éméreux en France, qui s'est tourné en large partie pour le candidat Macron? Comment est-ce qu'on peut analyser, comprendre ce vote? Est-ce que ce qui a guidé ce vote, c'est d'abord l'intérêt de la France ou c'est l'intérêt du Maroc? Nizar Benamat, journaliste indépendant. Juste pour ma question, j'étais en train d'interagir avec mes deux collègues. Après, mais la question est de départ, et c'était celle-là, et Stéphane Collat a donné des éléments de réponse, Rachida Chaché aussi, vous avez pris la parole pendant 3 minutes, vous n'avez rien développé par rapport à cela. Donc est-ce que cette idée-là vous interpelle autant que journaliste, ou est-ce que vous pensez que de toutes les manières, il faut l'écarter d'un revers de main et s'intéresser au programme des candidats, sachant maintenant qu'on a déjà notre président, ou enfin qu'ils ont déjà leur président? Écoutez, je ne pense pas que pour les gens, la question se pose de cette façon. État, ils se posent par rapport à leurs propres intérêts, dans quelle personnalité ils se retrouvent, dans quel programme ils pensent se retrouver, qui va travailler. Je pense que c'est les questions que se pose n'importe qui. Ce n'est pas une question de trancher entre un pays d'adoption et un pays d'origine, ou inversement. Je ne pense pas que la question se pose. Après, peut-être il y aura des gens qui penseront peut-être comme ça, mais alors dans ce cas, je ne pense pas qu'ils pensent Alors comment est-ce que vous d'une façon individuelle, je vais poser la question autrement. Pourquoi est-ce que on peut percevoir, et peut-être c'est juste un sentiment, à vous de le confirmer ou de l'infirmer, pourquoi est-ce que au Maroc certaines strates de la société sont choquées du vote Front National de certains Français? Voilà, on pointe du doigt les 560 Français qui ont voté Front National. Ils ont voté Front National pour leur pays. Si ça se trouve, c'est peut-être bon ou c'est peut-être mauvais. En quoi, nous, ça nous dérange au Maroc? Peut-être parce qu'il y a une petite contradiction. Parce que quand on vote pour un parti qui veut faire l'immigration zéro et que nous-mêmes, on est immigrés dans un autre pays, il y a quand même un petit problème de cohérence qu'il faut d'abord s'appliquer à soi-même. C'est-à-dire, on ne prêche pas ce qu'on ne prêche pas ce qu'on ne s'applique pas à soi-même. Donc, je pense que la plupart des gens ont pointé surtout ce point, cette question-là
de contradictions qui existent entre le fait de vivre à l'étranger et voter pour un parti qui justement veut arrêter l'immigration et avoir au moins une politique brutale sur cette question-là. Rachida Chachi, chroniqueur Matin Luxe sur ce vote Front National. Concrètement, est-ce que vous percevez cette petite révolte de certains Marocains par rapport à un vote Front National qui finalement, le vote de certains Français qui votent pour leur pays? En quoi est-ce que nous, autres Marocains, ça devrait nous déranger ou pas d'ailleurs? Non, mais tout à fait, mais rapidement, avant de répondre à la question, je vais y répondre. Concernant la dynamique du FN, alors, je pense que c'est réducteur de réduire ça au quinquennat catastrophique de Hollande ou de Sarkozy. Je pense que ça va au-delà. C'est que ces dynamiques, elles s'inscrivent dans la durée, dans une vingtaine d'années, que effectivement la crise économique mondiale a donné un coup d'accélération à l'activation de valeurs latentes dans certaines régions de France, mais ce n'est pas généralisé à toute la France. C'est que si rapidement on prend la carte des systèmes familiaux traditionnels de la France, c'est-à-dire des substrats anthropologiques, on trouve une périphérie est-sud dominée historiquement par la famille souche, qui porte des valeurs d'autorité et d'inégalité. On retrouve un bassin parisien élargi, c'est-à-dire la France du centre, de type nucléaire égalitaire, donc c'est des valeurs libérales et égalitaires. Et puis on a le côté océanique, l'Aquitaine et la Bretagne, qui sont des familles nucléaires avec une forte matrilocalité, qui est encore plus nucléaire en quelque sorte que le centre du pays. De ce point de vue, un discours purement xénophobe ou purement d'extrême droite ne pourra jamais prendre pied dans des régions libérales égalitaires. C'est-à-dire, la Bretagne, même si Jean-Marie Le Pen est originaire de là, ne votera jamais massivement pour un discours xénophobe. C'est pour des raisons de constante anthropologique. Pareil pour l'Aquitaine, pareil pour le bassin parisien. Et donc, quand on voit Paris et qu'on voit la carte électorale du FN de Macron, dans la carte électorale du FN, on voit un trou. D'accord ? Il y a quasiment personne qui a voté pour le Front National. Parce que la Révolution française, elle est partie de ce bassin parisien qui est pour slogan liberté, fraternité, égalité, fraternité, et que la périphérie s'était opposée à la Révolution, comme la Vendée, comme d'autres régions. Donc on trouve ces mêmes schémas aujourd'hui. Par contre, le pari réussi du Front National, c'est qu'on garde le discours xénophobe pour maintenir nos fiefs électoraux, mais on ajoute à cela un discours égalitaire. Alors égalitaire de manière asymétrique, c'est-à-dire égalitaire entre Français de souche. D'accord, un discours anti-mondialisation, anti-délocalisation, qui a permis de toucher une partie de ces régions égalitaires de la France, notamment en allant vers le centre, vers le Midi, vers le Limousin. Donc, elle a pu augmenter ses votes, mais elle atteint rapidement un plafond. Pourquoi ? Parce qu'on a observé que toutes les extrêmes droites en Europe qui portent un discours xénophobe ou islamophobe atteignent rapidement un plancher et que ça ne marche pas réellement, que l'électorat est plus sensible. Parce que si on veut cibler la population des ouvriers en France, qui souffre de la délocalisation, de la désindustrialisation, l'ouvrier n'est pas sensible au discours sécuritaire ou au discours islamophobe parce que lui, il travaille avec un autre ouvrier qui est son frère dans la lutte en quelque sorte ouvrière, qui est d'origine maghrébine, et il ne s'inscrit pas dans ces luttes horizontales. Donc le problème de l'insécurité se posera au niveau d'autres couches sociales. Donc c'est ça, Marine Le Pen, elle a été piégée entre deux électorats, elle a voulu gagner les deux, mais au final, elle a perdu les deux. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il a eu l'intelligence de produire un discours anticapitaliste, entre guillemets, bien entendu, social, égalitaire, mais sans le côté xénophobe. Ce qui a fait que, par un effet de vase communicant, ce que le Front National a piqué au Parti communiste, Jean-Luc Mélenchon l'a récupéré de l'autre côté. Et donc, dans ces systèmes-là de domination politique, le Jean-Luc Mélenchon joue un rôle clé de neutralisation du Front National. Parce que c'est lui le vrai barrage au Front National qui l'empêche de dominer dans les zones désindustrialisées où les ouvriers souffrent de la mondialisation. Donc ça, c'est par rapport à la première question. La deuxième question, c'était par rapport justement à cette on s'offusque, en tout cas pas tous, mais certains de nos compatriotes peuvent s'offusquer éventuellement d'un vote qui a été tourné, de Français vivant au Maroc, qui sont moins de 600 finalement à avoir voté Front National, et aujourd'hui, voilà, c'est presque un scandale, comme si ce parti était illégal, comme si finalement ce parti ne représentait pas la France. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Pourquoi est-ce que ça nous choque autant, en tout cas pour certains d'entre nous? Alors, on parle des Marocains qui habitent au Maroc, n'est-ce pas ? À ce que je sache, Marine Le Pen n'a pas de projet d'invasion du Maroc. D'accord ? Ou de venir recoloniser le Maroc. Donc, a priori, le problème n'est pas un problème direct. Donc, c'est un problème d'empathie ou de solidarité avec les autres Marocains qui habitent en France et qui pourraient éventuellement souffrir du pouvoir du Front National, si le Front National prenait le pouvoir. Et donc, instinctivement, un parallèle est établi, c'est que si vous votez pour Marine Le Pen qui va mettre en difficulté nos frères marocains qui habitent en France, alors qu'est-ce qui fait que nous, on vous mette pas en difficulté, vous qui habitez chez nous au Maroc? Alors, c'est un raccourci, qui est vite fait, mais de mon point de vue personnel, c'est qu'on n'a pas le droit. C'est ça le problème, c'est que les Marocains ne sont pas contents quand la France dit que le Maroc vote islamiste.
On dit que c'est de l'ingérence et que c'est du néocolonialisme, etc. Alors, de quel droit doit-on donner des leçons à des Français qui votent pour le Front National ? C'est-à-dire, et là encore, les Marocains tombent dans la rhétorique antifasciste, anti-FN, etc., en pensant que tout Français qui vote pour le Front National est un nazi intégral, un nazi qui avance masqué, ou un fasciste. Donc, c'est ça le piège, c'est qu'on est encore dans un schéma par un effet de prestige, on gobe toute la rhétorique médiatique qui est produite en France par BFM, par toutes les chaînes du système, et qui sont récupérés et relayés par nos journalistes, par nos médias, en quelque sorte, de manière inconsciente. Je veux dire, c'est même pas un relais d'adhésion, mais c'est un relais par défaut. Ouais. Pareil pour la couverture des grands conflits, comme par exemple en Syrie, un alignement total sur la lecture française, ou quasi total sur la lecture française. Et donc, moi, en tant que Marocain, ce que je recommande aux Marocains, c'est que si vous ne voulez pas que d'autres pays s'ingèrent dans vos élections et jugent votre choix démocratique et souverain, à nous de commencer par donner l'exemple et d'arrêter de stigmatiser des Français qui expriment leur droit souverain et populaire de voter pour le candidat qu'ils veulent. Et que c'est pas forcément des nazis, c'est pas forcément des fascistes. Peut-être qu'ils votent par souverainisme, peut-être qu'ils votent par anti-européisme. Voilà, c'est qu'il faut de l'intelligence dans le discours et on ne peut pas. Et ce n'est pas notre tour de stigmatiser ces Marocains, mais d'inviter au débat afin de déconstruire les mythes, d'accord, et afin d'entrer dans la subtilité, dans l'intelligence, et là tous les problèmes se régleront. Mais quand on a une double ignorance des deux côtés, on a une double stigmatisation et une double méfiance. Ouais, Stéphane Collat, membre de la direction collégiale des Républicains au Maroc. Peut-être une réaction avant de clore cette première partie et essayer de comprendre finalement le succès, si on peut parler de succès Macron. Oui. Alors moi, je ferai un peu du Macron, justement, en disant, encore une fois, que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais il y a effectivement des Français qui ont voté Marine Le Pen. Il y en a relativement peu, vous l'avez rappelé. 560 selon les derniers chiffres de l'ambassade. Le Front National, qu'on le veuille ou non, et malgré tous les efforts que fait Marine Le Pen, a conservé une image de parti xénophobe et pour une part, à juste titre... et quand vous ajoutez à cela la loupe, pour le moins que constitue BFM TV, et quand vous regardez ça de l'étranger, quand vous y ajoutez les dépôts de gerbes des uns et des autres pendant l'entre-deux tours, vous ne pouvez avoir une image du Front National qui n'est que abominable. Et donc forcément, à partir du moment où vous êtes persuadé que le Front National est un parti et que vous votez Front National, ça concerne que des gens qui ont des soucis avec les immigrés. Quand vous dites qu'en France, évidemment, quand on parle des immigrés, on ne parle pas des Italiens, on parle des Nord-Africains. Quand on a un souci avec la religion, on parle de l'islam. Vous pouvez comprendre que du Maroc, vu de l'étranger, on ait du mal à comprendre que certaines personnes qui vivent sur ce sol puissent exprimer par leur vote ce qui leur semble être une forme de rejet de l'arabe et de l'islam. Si vous permettez juste une rapide parenthèse qui s'inscrit directement. Et d'ailleurs, les Marocains doivent se souvenir que ceux qui ont soutenu inconditionnellement Charlie Hebdo lors des caricatures contre le prophète et qui ridiculisent l'islam, c'est bien les socialistes. D'accord, c'est pas le Front National. Exact. Stéphane Collat. Cela dit, moi j'habite au Maroc depuis quelques années. Je connais des gens très bien qui ont voté Front National. Je suis absolument persuadé que encore une fois, je ne veux pas me faire l'avocat du Front National. Ce n'est pas mon parti. Je n'ai pas voté Front National et je n'ai pas l'intention de le faire. Néanmoins, c'est mon rôle d'essayer de comprendre ce vote-là et d'essayer aussi de le dédramatiser pour ce qu'il provoque comme réaction que vous signalez à l'instant dans la société marocaine. Et ils le vivent comme ça aussi, ceux qui ont voté Front National que vous connaissez. Ils vivent une sorte de stigmatisation. Ils ont l'impression d'être pointés du doigt. Alors, le vote est encore secret, heureusement, donc ils ne sont pas pointés du doigt individuellement. Mais bien sûr. Mais de manière indirecte. Il me semble complètement fou de prétendre que des gens qui habitent au Maroc depuis des années, qui travaillent ici, qui sont insérés dans la société marocaine, qui travaillent avec des Marocains, qui puissent penser, on puisse être stigmatisés comme racistes ou xénophobes, ou puisse avoir un problème. On ne vient pas vivre au Maroc si on n'aime pas les Marocains. Ouais. On ne vient pas vivre au Maroc si on a un problème avec la religion. Et donc, je pense, je vais vous citer un exemple très personnel. Moi, j'ai de la famille à Toulon. Que je vais donc voir régulièrement. Vous savez que Toulon a été... C'est dans le sud-est de la France. C'est dans le sud-est de la France et ça a été une des, si ce n'est la seule grande ville de France qui a eu un maire Front National et parmi les toutes premières, c'est-à-dire bien avant que le Front National ressemble à ce qu'il est aujourd'hui, quand il était encore bien dur de dur. Ouais. Pourquoi ? Parce que quand j'arrive à Toulon, j'ai régulièrement le sentiment que je n'ai pas quitté Marrakech. C'est un peu terrible de dire ça, mais je peux comprendre, alors que j'habite au Maroc, que je n'ai pas de problème évidemment avec les Marocains,
je peux comprendre que certains Toulonnais se sentent dépossédés de leur identité, de leur territoire, de leur pays, etc. Et donc, il ne s'agit pas de les stigmatiser en les montrant du doigt et en disant c'est des affreux racistes, des affreux fachos, etc. Il s'agit de comprendre quels sont les problèmes, de comprendre les réactions que ces problèmes provoquent et d'essayer de les traiter. Et on sera certainement plus efficace si on prend les choses de manière intelligente, plutôt que de créer des murs d'insultes à l'égard de ceux qui votent pour le Front National. Nizar Benamat, journaliste indépendant, sur les raisons du succès finalement d'Emmanuel Macron. En quelques mots, s'il fallait les résumer, vous le ferez de quelle manière ? D'abord, c'est une grosse opération de communication. Emmanuel Macron n'a pas été connu, n'était pas dans la vie politique que depuis très peu longtemps. Oui, ça, on l'a dit dans l'édito, 3-4 ans, personne ne le connaissait. Mais aujourd'hui, lorsque vous entendez Rachid Achachi, chroniqueur au Matin Luxe, se dire finalement, ces paroles sont relayées sur BFM, les grands médias, etc. français, et presque, j'ai envie de dire, il n'a pas tort. On est presque, j'ai l'impression, dans une théorie du complot. On l'a porté au pouvoir. Est-ce que vous l'entendez de cette manière, ou est-ce que vous appréhendez la question différemment ? Non, c'est pas une question de théorie de complot. C'est juste qu'il y a une certaine partie, certains gens, des médias, d'industriels, de grands milliardaires qui ont trouvé leur compte à soutenir une personne qui va servir leurs intérêts. Donc c'est simple, c'est pas une question de complotisme, c'est une question de conjonction d'intérêts. C'est bien les Français qui votent, ce ne sont pas ces milliardaires. Oui, bien sûr, c'est les Français qui votent, mais les gens, il y a aussi les médias qui parlent tout le temps. Et il y a le CSA pour les règles de passage. Mais ça arrive très en retard, pas une année avant. Ouais. Parce que oui, il a commencé depuis qu'il a quitté Bercy, et même à Bercy, il était très chuchoté, cajolé par les médias. Maintenant, après qu'il est sorti, il a eu énormément de couverture magazine. Il passait tout le temps sur la télé. On le présente comme le présidentiable. On n'arrêtait pas c'est la victoire des médias contre la conscience des peuples. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas aussi simple que vous venez de dire, mais c'est parce que aussi il y a une partie des gens qui ils savent pas comment faire, ils sont dans un impasse. Ce deuxième tour leur a été, beaucoup de gens ne se reconnaissent pas dans ce deuxième tour. Entendre, j'ai l'impression, et c'est vraiment, après je vous soumets ça, mais j'ai l'impression qu'on parle d'une république bananière. On parle de la cinquième puissance mondiale. Pas d'une république. C'est quand même un peuple alphabétisé, c'est quand même la cinquième puissance mondiale, c'est un taux d'alphabétisation qui est l'un des meilleurs au monde. Et voilà, vous parlez du peuple français. Est-ce que c'est pas un peu insultant ce que vous faites par rapport au peuple français ? Non, c'est pas question d'insultant, c'est question quand les médias parlent beaucoup de temps et présentent une personne comme présidentiable, comme il y a toute une caste qui parle, c'est normal qu'elle a de l'influence. C'est une partie de la population qui a de l'influence. Qui a plus de 90% des médias français entre télé et radio et médias. Et ça a de l'influence. À moins que vous voulez dire que vous qui parlez tout le temps, vous n'avez aucune influence sur les gens qui vous écoutent. Vous êtes bien d'accord que vous avez une certaine influence. Je ne sais pas, moi je vous pose la question. Les médias ont une certaine influence. C'est pas pour rien qu'on appelle le quatrième pouvoir. Donc c'est un contre-pouvoir aux autres pouvoirs qui existent. Donc on ne peut pas nier qu'il y ait une influence des médias sur les gens, sur la conscience des gens, et qui présente, et c'est soit Macron, soit Le Pen. Donc il y a aussi une sorte de chantage à la population, et qui finit par choisir, entre parenthèses, le vote utile qui a été bien différent cette fois, et qui était Macron. Donc ça marche, c'est une dynamique politique, c'est de la tactique politique qui se met en œuvre. En d'autres termes, le peuple français aurait été manipulé. Est-ce qu'on peut comprendre cela ? Non, il y avait une campagne électorale et les gens ont voté. Personne ne les a oubliés. Ils n'ont pas été votés avec une épée de Damoclès sur la gorge. Ils ont voté ça librement, mais il y a une question de propagande aussi qui travaille sur les consciences. Rachid Achachi, chroniqueur au Matin Luxe, c'est presque une dynamique de complot. Quand je vous écoutais tout à l'heure, c'est le candidat des médias, c'est le candidat nous disait Nizar Benamat, des milliardaires, etc. Mais c'est bien le peuple français qui a voté. C'est tout le contraire d'un complot. C'est bien au contraire la première fois que la finance avance nu et pas masqué. Découvert. Tout à fait. C'est-à-dire, il était à Rothschild et c'est lui qui va devenir président. On va tout faire pour. Mais Rothschild, c'est une tare de passer par une banque. Bien sûr que c'est une tare si on se prétend défenseur des intérêts du peuple et de la nation. Bien sûr que c'est une tare. Parce qu'on sait que quand on est dans la finance mondialisée, quand on est dans la finance apatride, on ne peut pas se prétendre demain, c'est-à-dire retrouver une virginité et un souci du peuple.
Je veux dire, quand même, c'est antinomique. Mais pour aller plus loin, alors, c'est pas du complot, mais il y a ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. C'est-à-dire, il y a des sociologues qui travaillent là-dessus, des anthropologues, sur la psychologie des foules, sur comment interpréter les signaux forts, les signaux faibles, comment jouer sur la rhétorique, c'est-à-dire en utilisant de manière intransitive des verbes transitifs, comme par exemple quand il dit la France qui ose, la France qui veut. Ça ne veut rien dire. La France qui veut quoi? La France qui ose quoi? D'accord? Mais ça marche. Mais ça marche avec qui? Parce que qui a voté principalement pour Macron? Alors, c'est pas les ouvriers, c'est certain, c'est les cadres et les professions intermédiaires. Et les cadres dont on parle, qui sont principalement dans les professions libérales, sont nourris dans cette culture du management et de la gouvernance qui reprend la même rhétorique et le même vocabulaire, c'est-à-dire l'entreprise qui ose, l'entreprise qui veut, le manager qui fait, cette logique de l'action, de la puissance, du vouloir que l'on retrouve dans cette philosophie managérielle et qui est en l'occurrence incarnée par Macron. Et donc tout autre discours qui sort de ce cadre paraît ou bien national. Donc il y a des raccourcis qui ont été établis ces dernières années. C'est-à-dire si vous êtes contre l'Europe, vous êtes nationaliste, vous êtes pour la guerre, vous êtes pour la Shoah, vous êtes pour les chambres à gaz. D'accord? Et vous êtes neutralisé, c'est un peu le taser intellectuel qui permet de vous mettre hors circuit. Et puis si vous êtes contre cette Europe, c'est pareil. Si vous êtes contre cette Europe, alors vous êtes pour le retour. Et encore, on joue avec ce jeu-là. Donc l'ingénierie sociale fait qu'on peut effectivement orienter, alors je dis pas contrôler, mais orienter le vote populaire en créant de l'autre côté des monstres, des épouvantails, pour mener vers un choix, celui que veut la finance, celui que veut ce qu'on peut appeler le système. Parce que le seul candidat, si vous permettez, parce que je parle de coup d'État électoral, parce que le seul candidat qui aurait pu poser problème, parce qu'on est dans une logique d'alternance en France historiquement, et normalement c'était le tour de la droite. Et dans ce schéma-là, Fillon, qui représentait le principal danger pour toutes ces stratégies de faire passer Marine Le Pen comme épouvantail et Macron, a été neutralisé de manière, je veux dire, éhontée. Je veux dire, on n'a même pas attendu la décision du procès, du jugement, qu'on l'a déjà condamné dans tous les médias. Le but était de le tuer politiquement pour l'empêcher d'accéder au second tour. Parce qu'un Macron-Fillon, sans les scandales, je ne donnais pas cher de la peau de Macron. Il a fallu créer les scandales pour ralentir Fillon, pour permettre à Marine Le Pen de récupérer une partie du vote de droite, pour qu'elle passe avec Macron. Donc ça s'appelle de la stratégie, ça ne s'appelle pas des complots. Concernant Macron, j'ai dit ce matin lors de l'émission, c'est un golem. Un golem, c'est un être artificiel qui est créé à partir d'argile pour servir les intérêts et pour obéir à celui qui l'a créé, qui peut faire disparaître à n'importe quel moment. Pourtant, il n'a pas cessé d'être attaqué, Rachid Hachachi n'a pas cessé d'être attaqué par les siens et par ceux qu'il combattait. Alors justement, mais regardez, vous parlez du temps de parole tout à l'heure, Nizar Benhammat aussi parlait du temps de parole, mais si vous additionnez le temps de parole de ceux qui étaient contre Macron, et il y en a pléthore, hein, ils ont parlé beaucoup plus que lui, et regardez, Jean-Pierre Raffarin, qu'est-ce qu'il a dit de l'actuel président, François Bayrou, qui aujourd'hui se joint au président, qu'est-ce qu'il n'a pas dit de lui, François Barouin, Jean-Christophe Cambadélis, même Valls, Valls ce matin, oui, effectivement, voilà. Je veux dire, tous ces gens ont dit beaucoup de mal, ont eu plus beaucoup de mal du candidat, pas du président. On n'a rien dit de Macron. Je veux dire, les seuls qui ont dit du mal de Macron, ils ont eu plus de temps de parole finalement pour influencer ce que vous dites, ce que vous décrivez comme le peuple français qui vote. Voilà, donc au final, on a plus d'heures de contestation pour salir l'image de Macron que finalement d'un discours positif qui auréolerait un petit peu ou qui le candidat et qui justifierait qu'il soit aujourd'hui président. Mais parce que raisonner. Alors premièrement, je suis pas d'accord en termes d'horaire de passage à la télé parce qu'il y a également les magazines qui sont pas conditionnés par cette limite-là, d'accord. Et puis deuxièmement, c'est pas uniquement en termes de quantité, c'est en termes de qualité. C'est quel est le traitement qui est réservé à Macron quand il est invité chez Bourdin ou chez quelqu'un d'autre, ou bien quand c'est Marine Le Pen ou Philippot. Bon, là, on laisse s'exprimer au sourire, on le regarde admiratif. Et puis, quand c'est Marine Le Pen, on la coupe au bout de 2-3 mots à chaque fois systématiquement pour hacher le discours et pour l'empêcher de trouver une cohérence dans le discours. Et pareil pour Fillon, c'est-à-dire une fois que l'info elle est tombée, ce que j'appelle la prostitution médiatique de Mediapart. C'est-à-dire qu'il sort l'info là quand c'est pas l'intérêt forcément du peuple, mais l'intérêt de ceux qui lui ont donné l'information et qui ne s'applique pas un droit de réserve à elle-même. Donc, pareil pour Fillon, on lui ressort à chaque fois le costard, les emplois fictifs, alors que le tribunal n'a pas encore jugé l'affaire, je veux dire, pas eu encore jugement définitif. Donc le traitement, parce que la perversité du modèle néolibéral et mondialiste, c'est qu'on n'est pas dans le hard power, d'accord. On n'est pas dans l'internement psychiatrique des opposants, mais on est dans le soft power. C'est un peu comme l'animateur TV qui invite 2 personnes. Alors normalement, il doit être neutre, mais il a son invité favori. Alors la manière avec laquelle il va poser les questions, les grimaces qu'il va faire, il va indirectement imprégner les téléspectateurs pour attirer la sympathie des spectateurs vers son invité plutôt que vers tel
l'autre. Ça s'appelle le soft power, c'est de l'ingénierie, c'est de la psychologie, etc., qui fait qu'on peut manipuler les gens en les envoyant dans un couloir vers Macron. C'est un peu ce que j'appelle une population zombifiée qui n'a plus d'intelligence politique. Parce que Macron, un personnage comme Macron, il y a 30 ans en France, ou 40 ans, il n'aurait pas eu 1%. Oui. À une époque, il y avait un vrai clivage gauche-droite. Mais pas que les Français, je veux dire, ça s'opère au niveau mondial. C'est pas des gens qui décident de lobotomiser. Je veux dire, il y a une dynamique libérale qui provoque la marchandisation de tout, et même de la culture, et même du savoir, et même du livre, et qui fait que la télé, par exemple, n'est plus un vecteur de diffusion de la culture et du savoir, mais devient un vecteur de diffusion du divertissement et du spectacle. Oui. Et c'est ce que beaucoup de sociologues ont appelé la société du spectacle et la société de la consommation, qui provoque un abaissement généralisé du niveau culturel de la population. Ce qui fait qu'après, il ne faut pas s'attendre à un vote intelligent, mais il faut s'attendre à un vote émotif, du pathos, et un vote émotionnel. Ouais, Stéphane Colas, vous êtes d'accord avec ce que nous dit Rachid Achachi? Encore une fois, j'ai envie de vous dire... non, mais est-ce que... Parce qu'à vous écouter, on serait pris en otage. Et vous seriez pris en France en otage. Est-ce qu'il faut comprendre cela? Je suis d'accord, effectivement, encore une fois. Je vais vous donner un exemple, effectivement, sur le traitement de la presse. On prenait les costumes, vous savez, la fameuse affaire des costumes de François Fillon. Pendant 3 semaines à peu près, on a eu toute la presse qui a focalisé sur les costumes. On avait François Fillon qui faisait une réunion par soir, c'est-à-dire environ 2 fois plus, voire 3 fois plus que le nombre que faisait Emmanuel Macron. Et il suffisait que Emmanuel Macron émette la moitié du quart d'une idée pour que ce soit repris par toute la presse en chœur, tandis que François Fillon, de son côté, n'était traité dans les journaux que pour savoir s'il avait rendu les costumes, s'il les avait portés avant, s'il avait coupé les étiquettes ou pas les étiquettes, s'il avait rendu les bons costumes ou pas les bons costumes, etc. Et donc on a eu pendant 3 semaines François Fillon qui était totalement inaudible alors qu'il ne cessait d'émettre des idées, qu'il avait un programme clair, précis et qu'il répétait soir après soir, auquel on opposait une fin de non-recevoir quasi totale, tandis que Macron, se contentant de quelques traits philosophiques, faisait la une de la presse en disant Macron dévoile son programme. Donc il y avait dans la presse un traitement de faveur sans l'ombre d'un doute. La presse avait fait son choix. Le monde politico-médiatique parisien avait choisi son candidat. Et de la manière dont c'était traité, je peux vous donner un autre exemple. J'ai lu dans la presse, dans le Point, Fillon-Davis, par exemple, le titre Fillon-Davis, je lis l'article, il avait perdu un demi-point au plus fort des affaires, c'est-à-dire en 3 semaines de scandale et de médias, d'acharnement médiatique, un demi-point. Et ça, on fait pas, quand on est un journaliste qui se respecte, ou quand en tout cas on essaye d'avoir un minimum d'objectivité, on ne titre pas Fillon-Davis, sauf à vouloir clairement exprimer un avis. Donc, Stéphane Colas, la France est encore une démocratie. La France est une démocratie qui souffre. Comme beaucoup de démocraties dans le monde, mais le résultat de ce premier tour de l'élection est à ce titre-là complètement symptomatique. On a quoi quand on regarde les résultats? Pour la première fois, on a 4 candidats globalement dans un mouchoir de poche. D'habitude, on en a 2 dans les 2 grands partis. On a 4 candidats. Quand on regarde la nature des candidats, on s'aperçoit que quand on ajoute le vote du Front National, le vote de Mélenchon, le vote des petits candidats, c'est-à-dire les candidats anti-système, les candidats en rupture avec la vie politique, qui ont clairement fait leur campagne sur la rupture, c'est-à-dire la sortie du système dans lequel nous vivons, qu'il s'agisse du système social, du système économique, du système politique, etc. Et on arrive à plus de 50%. C'est-à-dire quasiment aux 2/3. Si vous ajoutez Macron, qui est né hier avec un parti politique qui n'existe pas, qui lui-même disait ni droite ni gauche, etc., vous arrivez quasiment à 70% de gens qui se sont exprimés pour un candidat qui soit était anti-système, soit était hors système. Donc la vie politique française est éclatée et fracturée comme elle ne l'a jamais été. Et c'est pas étonnant quand on regarde l'état du pays, où on a un pays où globalement plus rien ne fonctionne, où on a un chômage qui explose, un chômage chez les jeunes qui explose, une dette non maîtrisée. Vous êtes d'accord avec Rachid Achachi lorsqu'il dit qu'il y a là un coup d'État électoral? Je suis pas certain, tout dépend d'où on se place, mais je suis pas certain qu'il y ait eu une planification. Quand on entend coup d'État, on peut entendre on met des fusils, des chars sur la place du village et on prend le pouvoir. Il y a une évolution, de la politique française avec des Français qui sombrent dans une déprime, une colère de plus en plus forte d'élection en élection et une envie de donner un énorme coup de pied dans la fourmilière qui a conduit progressivement au résultat qu'on connaît.
Tout ça s'ajoutant au fait que Macron a le profil du candidat idéal pour tous ceux qui parlent, s'expriment, écrivent dans ce pays. Oui. Nizar Benamat, journaliste indépendant. Peut-être une réaction. Pour la question Pour la question, et puis pour une autre question que je vais vous poser, c'est aujourd'hui finalement, est-ce que la victoire de Macron signe une grande traversée du désert de la gauche et de la droite et l'échec patent de ces deux forces politiques qui ont marqué le paysage politique français depuis des décennies? Est-ce que finalement aujourd'hui cette victoire va les plonger dans une sorte de traversée du désert qui sera vraiment inscrite sur la durée? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que Macron, il va certainement faire une politique de droite, donc on peut l'appeler une sorte de droite. Il a beaucoup de gens. Il y a Bruno Le Maire qui vient de dire qu'il propose ses services pour le rejoindre. Il va en quelque sorte créer une sorte de coalition entre la droite du PS et le centre droit et le centre gauche et le centre pour créer une nouvelle force qui va exister. Ça, c'est par rapport à la formation de son gouvernement, ça j'entends bien. Mais moi, la question que je vous pose, en termes de formation politique, j'entends. Voilà, les formations traditionnelles, est-ce qu'elles pourront se reconstruire après cette victoire? C'est pour poser la question d'une manière encore plus succincte. Pour les Républicains, ils vont quand même se maintenir. Ils ont eu un coup, mais quand même, je pense qu'ils vont rester quand même un parti qui va se maintenir. Maintenant, pour le PS, c'est toute une autre histoire. Mais à la place du PS, il y a quand même la France Insoumise qui a eu 19,5% lors des élections présidentielles. Maintenant, aussi, ce qui est important pour avoir cette carte-là, il faut attendre les élections législatives. Parce que c'est elles qui vont nous donner la nouvelle carte politique de la France. Mais ce qui est clair, c'est que il y a un chambardement dans les structures anciennes de la politique française. Seuls les Républicains vont peut-être échapper à ça, parce que maintenant le PS, il est dans les limbes, le centre de Bayrou n'a jamais a été dans des proportions importantes que lors de certaines élections. Après les élections intermédiaires, il n'était pas très important. Maintenant, lors de ces élections législatives, je pense qu'on aura 4 grandes formations qui vont être présentes à l'Assemblée nationale, le Front national, En Marche, les Républicains et la France Insoumise. Le Parti Socialiste, une grande partie va rejoindre En Marche et je pense que ça va complètement exploser. Rachid Achachi, chroniqueur en Matin Luxe, on a souvent parlé en France de la reconstruction de la gauche, de donner du sens aujourd'hui à ce que veut dire être de gauche, un homme ou une femme de gauche. Donc restructuration du parti, on en a parlé. Au niveau de la droite aussi, il y a eu plusieurs chamboulements. On est passé du RPR à l'UMP, on est passé de l'UMP aux Républicains. Voilà. Et donc à chaque fois on parle de renouveau, de rupture avec le passé. Là encore une fois on nous parle de rupture. Est-ce que cette fois c'est la bonne ou est-ce que voilà on est encore en train de disserter là-dessus au niveau des médias et de rassurer les Français? On va changer encore une fois parce que les conditions de cette victoire nous imposent une sorte d'introspection sur nous-mêmes, mais est-ce que surtout cette victoire va permettre cet exercice de fond ou est-ce qu'on est encore dans la rhétorique politique tout simplement? Je pense que le problème vient du fait que les concepts de gauche et de droite sont galvaudés et que quelque part on considère que la droite est par définition libérale et que la gauche est par définition sociale, ce qui est historiquement faux. Le libéralisme est une invention de gauche, l'universalisme est une invention de gauche, le colonialisme est une invention de gauche. Historiquement, Jules Ferry, il n'est pas de droite, à ce que je sache. Tandis que la droite, historiquement, c'est la droite des valeurs, c'est une droite conservatrice, c'est une droite nationale, c'est une droite enracinée, d'accord ? C'est une droite corporatiste ou néocorporatiste. Donc, c'est ça la vraie droite, historiquement parlant, et c'est ça la vraie gauche. Et quand j'ai dit tout à l'heure que le clivage gauche-droite n'est plus opérant aujourd'hui, pour la simple raison qu'on a une gauche libérale aujourd'hui et une droite libérale. Donc le mot droite-gauche ne veut plus rien dire. Donc on a deux establishments, un establishment libéral avec des intérêts donnés, un universaliste, droit de l'homiste, etc. C'est-à-dire que les deux partis vont disparaître? Mais enfin, en tout cas le PS, c'est déjà le cas. Je crois que le PS, il a transmuté. Là, on est dans l'alchimie. Il a transmuté en marche. Je veux dire, quelque part, il va être vampirisé par En Marche. C'est-à-dire, il y aura tous les élus qui vont finir par rejoindre En Marche. Et de l'autre côté, on a la droite qui a encore une chance et une carte à jouer, mais à condition d'adopter une rhétorique souverainiste. Parce que là, il y avait il y avait un parti intermédiaire entre la droite
les Républicains, c'est Nicolas Dupont-Aignan et le Front National. Donc il pouvait pencher d'un côté ou de l'autre. Alors lui-même, il est issu de la droite. Il a quitté la droite de manière précoce, puis il a fondé son propre parti. Aujourd'hui, il a fini par établir une alliance avec Marine Le Pen qui a échoué, ce qui veut dire qu'il y a encore une niche électorale qu'on peut récupérer. C'est-à-dire parce que le Front National, je pense, quant à lui est fini, en quelque sorte. C'est-à-dire il ne pourra jamais dépasser le plancher des 30-35%. Parce qu'il y a toujours un obstacle psychologique, une sorte de blocage psychologique qui fait qu'il y a toujours la dimension xénophobe qui est là, et donc le discours souverainiste devra être porté par un autre parti s'il espère réellement prendre le pouvoir un jour. Et ça ne peut être qu'une droite. D'accord. La gauche par définition étant antinationale parce qu'elle est universaliste. Donc finalement, la droite a du sens, c'est la gauche qui n'a plus de sens. C'est la gauche qui n'a plus de sens aujourd'hui parce que la gauche est devenue l'idiot utile du mondialisme. Parce qu'en portant un discours internationaliste, parce que dès le départ, je veux dire, la révolution... Je ne connais pas quelqu'un de plus anti-libéral, plus anti-mondialisation qu'un candidat comme Mélenchon de la France Insoumise, qui est quand même de gauche. Oui, qui a passé 40 ans au Parti Socialiste, qui a appelé à voter Maastricht, très anti... qui a voté contre le traité concession en 2005 aussi. Oui, en 2005, il était pour l'Europe libérale. Il était au Parti Socialiste. Il a voté non. Il était sénateur au PS pendant plus de 20 ans. Tout d'un coup, il se découvre Che Guevara est révolutionnaire. Je veux dire... Écoutez, il joue un rôle dans ce jeu-là, il fait partie de ce système de manière indirecte, il en est l'un des idiots utiles, mais il n'est pas anticapitaliste, parce que on ne peut pas être de manière cohérente antilibéral tout en étant pro-immigration. On ne peut pas être en même temps antilibéral si on est antinational dans une dimension internationale. Mais parce que vous n'avez pas compris le nouveau clivage dont j'ai parlé tout à l'heure, mondialiste-souverainiste, qui fait que si on est mondialiste, on est par définition libéral. D'accord. Et si on est souverainiste, on est par définition antilibéral. À ce que je sache, Mélenchon n'est pas réellement souverainiste. D'accord. Il n'est pas pour le fait de retrouver les pouvoirs régaliens de France. Il n'est pas pour la sortie de l'euro. Il n'est pas pour la sortie de l'Europe. Il n'est pas pour la régulation de l'immigration. Il est pour renégocier les traités. Il n'est pas pour la préférence nationale. Il ne considère pas que la nation française doit passer avant les autres nations. Donc c'est un mondialiste de gauche, tout simplement, qui veut se faire passer pour un souverainiste de gauche, ce qu'il n'est pas et ce qu'il n'a jamais été. Tandis qu'aujourd'hui, le seul terreau politique pour retrouver la souveraineté d'un pays, l'identité d'un pays et le réenracinement d'un peuple, ça ne peut venir que d'une droite, mais pas de n'importe quelle droite, de la vraie droite historique, c'est-à-dire une droite des valeurs, qui n'est pas obligée d'être islamophobe, d'accord, qui n'est pas obligée d'être xénophobe, mais qui doit être basée autour du principe de l'identité française, de la culture française, du terreau de la terre française, etc. Une France girondine. Une France... Là encore, c'est autre chose. On n'est pas obligé d'être décentralisé pour être souverainiste. Je veux dire. Mais le débat est là. C'est-à-dire, entre jacobinisme et girondisme, oui, le débat peut se poser, mais à l'intérieur de la droite. Je pense que la gauche a totalement trahi toutes les idées sociales parce qu'elle n'a pas compris les grandes mutations qui se sont opérées ces 20 dernières années avec la mondialisation, où elle n'a pas déconnecté son discours universaliste et international avec le discours social. Parce qu'aujourd'hui, la meilleure échelle pour défendre l'intérêt des couches défavorisées, c'est la nation. Ça ne peut pas être le monde. Ça ne peut pas être l'Union européenne. Et ça, la gauche, elle doit le comprendre. Et pour être antilibéral de manière cohérente, il faut reterritorialiser le discours et revenir à une échelle nationale et de là aller à une échelle régionale à l'intérieur du même pays. Nézar Benhammat, vous voulez réagir, journaliste indépendant? Ouais, justement, c'est peut-être, en tout cas pour Mélenchon, il est pour la sortie de l'OTAN. Il est pour la sortie de l'euro si la renégociation du micro, si la renégociation des traités ne marche pas. Il dit il y a un plan A et un plan B. Donc on ne peut pas faire un autre procès d'intention. Le but, c'est le plan A, c'est de rester dans l'euro. Plan B aussi. Pour faire peur, il l'a dit. Donc c'est pas ce qui est voulu. Non, mais d'autre côté, on a des gens qui veulent sortir de l'euro. C'est pas un plan B. Non, il dit on sort de l'euro s'il n'arrive pas à renégocier les traités. Il est pour la sortie de l'OTAN. C'est pour la question, pour les questions, il est forcément, il n'y a pas que la droite qui est enracinée dans la nation, il y a aussi la gauche qui est enracinée dans la nation et qui prend ses décisions à partir de l'intérêt premier de la France. Quand on a une gauche qui nie les racines helléno-chrétiennes de la France, elle ne peut pas être nationale. Elle ne peut pas être enracinée. Écoutez, quand on adopte un discours laïciste qui est la négation de la métaphysique de la France, on est dans une nation éthérée, symbolique. La métaphysique de la France, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est la grande révolution, c'est la commune de Paris, c'est la séparation des églises et de la séparation de l'église et de l'État. La France n'est pas née en 1789. La France, elle est beaucoup plus ancienne que ça.
pas, d'accord ? Il y a Philippe le Bel, il y a Louis XIV, il y a Louis XV, d'accord ? On est dans ce mythe fondateur. La France a été créée en 1789, d'accord, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, et avant c'était un no man's land, un grand désert de forêt. Mais c'est ridicule. La France est un pays millénaire. C'est un pays qui est millénaire. On peut pas nier 8 siècles de christianisme, de chrétienté, d'héritage helléno-chrétien en l'évacuant d'un seul côté par un nouveau paradigme droit de l'homiste, déterritorialisé et franc-maçon, c'est-à-dire ouvertement, parce qu'on connaît la Révolution française, la matrice première idéologique, c'est quoi ? Donc la France n'est pas née en 1789. C'est comme si on dit que le Maroc est né avec l'indépendance. Non, mais on a bien compris toute l'histoire du Maroc. On a bien compris vos points respectifs. Stéphane Colas, membre de la direction collégiale des Républicains au Maroc. Et est-ce que on peut, si on est français, est-ce que on peut faire confiance au parti Les Républicains quand ce parti a échoué à travers le temps à contenir la progression du Front National, et lorsque ce parti, quand il s'appelait RPR, UMP et maintenant les Républicains, a échoué tout simplement à arriver au second tour et carrément à se faire dépasser par un illustre inconnu, Emmanuel Macron. Est-ce que les Français ont encore le droit de vous faire confiance ? Alors d'abord, juste une petite rectification sur ce que vous venez de dire. Le Front National a été historiquement bas quand les Républicains ou leurs prédécesseurs, l'UMP, le RPR, etc., étaient au pouvoir. Il n'a jamais été aussi haut dans les sondages et il n'a jamais fait des scores électoraux aussi importants que lorsque la gauche est au pouvoir. Donc la droite, quand elle est vraiment elle-même, quand elle est conforme à ses racines, quand elle s'affirme en tant que droite, elle contient le Front National. Et elle le contient bien. Le Front National prospère... Elle le contient comment ? Elle le contient parce qu'elle exprime un discours qui peut rassembler des gens qui sont les gens dont je vous ai parlé tout à l'heure, les gens qui sont sensibles à l'ordre, à l'autorité, à l'identité nationale, à la souveraineté. Est-ce que c'est pour cela que Nicolas Sarkozy avait créé ce ministère de l'identité nationale ? On lui avait reproché souvent en 2007 d'avoir chassé sur les terres du Front National. C'est comme cela que... Mais vous savez, ça Est-ce que c'est comme cela ? Je vous pose juste la question. Est-ce que c'est comme cela que la droite traditionnelle contre le Front National en France ? Oui. Et oui, et disons-le clairement, il ne s'agit pas de chasser, parce que ça, c'est de chasser sur les terres du Front National, parce que ça, c'est encore le même piège. C'est le même piège que celui du Front Républicain, c'est-à-dire que chaque fois qu'on parle d'identité, chaque fois qu'on parle de sécurité, chaque fois qu'on parle de souveraineté, on nous dit vous chassez sur les terres du Front National. Non, la droite est elle-même quand elle parle de ces questions-là. Et si le Front National est monté aussi haut, c'est parce qu'on s'est abstenu d'en parler, justement pris au piège par des valeurs socialistes ou centristes qui régulièrement nous empêchent de venir sur ces terrains-là et dégagent à notre droite un boulevard pour le Front National. Oui. La droite, l'identité, la souveraineté, l'autorité, ce sont des valeurs de droite et on voit bien, et je rejoins votre question précédente, quand sur le fameux coup d'État, là où cette défaite de François Fillon et cette configuration qu'on a connue au second tour est un drame, une grande tristesse et une grande colère en disant qu'on nous a confisqué cette élection, c'est que François Fillon, je le pense très sincèrement et je le pense encore malgré la défaite, avait réussi à faire la synthèse de ce que la droite attend de son candidat et de ce que le peuple de droite souhaitait comme politique, c'est-à-dire une droite qui soit souverainiste, qui soit autoritaire, qui soit libérale, qui soit portée sur les valeurs. François Fillon, dans son programme, avait, je crois, réussi cette synthèse de la droite française qui correspond, je crois, aujourd'hui à ce que pense la majorité des Français. Donc pour ensuite rebondir sur votre question suivante, c'est-à-dire sur quel avenir pour la droite, l'avenir pour la droite, il existe. Et il n'est pas question, et il n'est pas entendu que la droite disparaisse. Si elle reste fidèle à ces valeurs-là, on a des élections législatives. On a un programme qui était celui de François Fillon. On a une population du pays qui aspire, je crois, qui est de droite. Je veux dire, c'est pas un hasard si c'est François Fillon qui a été choisi à cette élection-là. Il répond à une attente des Français. Et si on est fidèle à ce que nous sommes, c'est-à-dire un parti de droite et du centre, mais un parti de droite fidèle à ses valeurs, eh bien, nous pouvons remporter ces élections législatives et empêcher que Macron ne fasse des dommages irréversibles au pays, ou en tout cas contenir ce qui pourrait mal se passer dans une situation institutionnelle qui est pour le moins inédite et dangereuse. Historiquement, on sait les relations
entre le Maroc et la France assez tendue lorsque ce sont les socialistes qui sont au pouvoir. Je rappelle l'affaire Mitterrand, un petit peu sous Hollande avec l'affaire Hamouchi. Enfin bref, l'histoire nous a appris finalement que lorsque le PS était au pouvoir, il y avait des épisodes plus ou moins houleux où l'orage traverse les relations franco-marocaines. Aujourd'hui, avec un candidat qui n'est ni de gauche ni de droite, à quoi est-ce que nous, au Maroc, on peut ou on pourrait s'attendre ? Je pense Stéphane Collin. Si on regarde les 5 dernières années, je suis pas certain que ce soit le fait que la gauche ait été au pouvoir qui ait plombé les relations franco-marocaines, mais c'est plutôt l'amateurisme. On parle de l'amateurisme général. Oui. L'amateurisme général des gouvernants que nous avons eus depuis 5 ans. Qui nous ont épargné aucune maladresse ou aucune bévue en 5 ans, y compris dans les relations internationales, puisque ce qui a abîmé pendant un temps les relations franco-marocaines, c'était pas des problèmes de fond. Dans les 5 dernières années, c'était des bêtises institutionnelles ou diplomatiques. Ce qu'on peut craindre, c'est que ça se reproduise dans les 5 ans qui viennent, parce que si la jeunesse est promesse d'espoir, l'amateurisme est à craindre qu'il se reproduise pendant 5 ans. Je veux dire, on va se retrouver. Vous avez l'impression que c'est l'héritier de Hollande ? C'est l'héritier de Hollande à bien des égards, mais c'est aussi l'héritier de Hollande dans l'inexpérience générale. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un président qui n'a jamais exercé de fonctions majeures, qui va s'entourer de gens qui seront dans le même cas que lui, et qui aura des candidats. Vous vous rendez compte que les candidats de En Marche pour les élections législatives qui ont lieu dans un mois ne sont pas désignés. Ça veut dire que dans un mois, on va avoir des gens qui, pour certains d'entre eux, j'espère le moins possible, vont rentrer à l'Assemblée nationale. En un mois avant, ils ne savaient même pas qu'ils étaient candidats. Mais est-ce que vous croyez que ça s'improvise d'être député ? Est-ce que de légiférer dans un pays qui connaît toutes les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, est-ce que ça s'improvise ? Eh ben, on va avoir un parti, puisqu'ils sont en train de se transformer en parti, qui sera le parti de l'amateurisme et de l'inexpérience. Et je ne suis pas sûr, pour la politique nationale ou pour la politique internationale, que ce soit la meilleure configuration dans les temps difficiles que nous vivons. Rachida Chachi, chroniqueur au Matin Luxe sur les relations Maroc-France. Aujourd'hui, dans la conjoncture de l'actuel président de la République française, Emmanuel Macron. Ça sera plus difficile, moins difficile ? Comment les choses vont évoluer selon vous ? Ça dépend des dossiers, mais en général, ça va être plus compliqué, je crois, parce que quand on parle de cette France socialiste, c'est-à-dire dont la géopolitique est intégralement atlantiste, le logiciel de cette géopolitique, c'est le droit de l'homisme. Et le droit de l'homisme, en tant que rhétorique, sert de substrat idéologique à une géopolitique d'ingérence humanitaire. C'est-à-dire une guerre humanitaire, des bombardements humanitaires, il faut aller sauver des peuples, etc. Ce qui en réalité est une ingérence tout court pour servir des intérêts très différents de l'autre géopolitique continentale conservatrice. Alors de ce point de vue, par rapport au Maroc, notamment sur le dossier du Sahara marocain, je pense qu'on aura beaucoup plus de difficultés parce qu'à chaque fois qu'en France, c'était le Parti socialiste qui était au pouvoir, on avait toujours des difficultés par rapport à cette question-là. Parce qu'on nous sort toujours l'argumentaire et la rhétorique des droits de l'homme, de l'autodétermination des peuples, parce que comme on est dans un référentiel universaliste, on ne peut pas, dans ce schéma-là, admettre l'existence de souveraineté et de respect de souveraineté des pays. Parce que l'homme, les droits de l'homme, étant fondés autour d'un homme éthéré, parce qu'on ne parle pas de l'homme français ou de l'homme marocain, on parle de l'homme, des droits de l'homme. Et donc, cette approche universaliste fait que la France se donne le droit, ou que n'importe quel pays adhérent à cette logique droit de l'homiste, se donne le droit d'interférer dans un pays souverain pour lui dire que ses citoyens, par exemple, quand est-ce que tu maltraites, etc., ce sont des hommes, et donc ils tombent sous le pouvoir de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Oui. Et donc, cette ingérence humanitaire, c'est celle qui a mené à l'éclatement de la Libye, c'est celle qui a failli mener à l'éclatement de la Syrie, c'est celle qui... Et la droite aussi avec la Libye, finalement. Oui, mais le Parti socialiste n'a rien fait pour ranger la chose. Je veux dire, on n'a pas senti un profond regret chez Hollande de ce qu'a fait la France en Libye. Enfin, pas la France, ce que les élites françaises ont décidé de faire en Libye. Je veux dire, c'est pareil pour l'ingérence systématique en Afrique, en Côte d'Ivoire, avec Alassane Ouattara et Gbagbo, où on a un agent du FMI, quand on intervient militairement pour le remettre au pouvoir en Côte d'Ivoire, pour perpétuer le maintien des intérêts de la France dans la région, où on maintient également des élites pro-France CFA en discréditant les élites anti-France CFA au Mali et dans d'autres pays. Donc,
Donc cette politique d'ingérence, elle va se poursuivre, elle va s'accélérer, et le Maroc aura à gérer cette question de manière très subtile, parce qu'on n'a pas les moyens d'une confrontation directe. Mais heureusement qu'entre-temps, le Maroc s'est redéployé sur un plan géopolitique, sur sa profondeur continentale, sur ce Lebensraum, en quelque sorte, qu'est l'Afrique francophone, premièrement, et puis l'Afrique tout court, même l'Afrique anglophone et autres, et le rapprochement avec la Russie à travers le partenariat stratégique qui a été signé lors de la visite royale à Moscou. Donc on a des cartes à jouer aujourd'hui. On peut se redéployer ailleurs. On a la Turquie qui redevient souverainiste, qui est en train de se déconnecter en quelque sorte de l'atlantisme, que ce soit européen ou américain, pour aller vers le bloc eurasiatique. Donc en fait, on a deux clivages qui sont présents aujourd'hui. On a un clivage du retour à la dimension continentale qui se traduit par un populisme, par un identitarisme, éventuellement par une xénophobie résiduelle. Et on a l'atlantisme qui cherche à gagner du terrain davantage et à accélérer le processus, parce que en voyant la montée du souverainisme, qui est l'expression du continentalisme sur le plan géopolitique, il doit accélérer la chose, d'où le fait que c'est la première fois que la finance place son candidat de manière directe et de manière totalement décomplexée. C'est-à-dire que le système sent que le danger est en train de monter, qu'il est de plus en plus difficile de contrôler certaines colères qui montent, et que le libéralisme est en crise sous le poids de ses propres contradictions. Et donc, il faut aller plus loin et plus rapidement. Nizar Benhamad, journaliste indépendant, sur les relations Maroc-France, justement avec cette élection d'Emmanuel Macron. Moi, je pense que d'abord, en France, il y a d'abord le président élu, son gouvernement, mais il y a aussi, d'un autre côté, l'État français. Donc, l'État, quand M. Macron aura nommé son Premier ministre, trouvera aussi à Bercy, pas Bercy, Matignon, non, dans le Quai d'Orsay, un ensemble de technostructures qui est déjà à les dossiers, à plusieurs pistes, mais je vous donne plusieurs pistes qui existent déjà, plusieurs pistes qui existent déjà, et que, quel que soit, malgré les tensions qui peuvent exister sous les gouvernements socialistes différents avec la France, il y a malgré tout des intérêts qui supplombent n'importe quel gouvernement soit dans la France, parce qu'il y a d'abord les intérêts de la France qui sont au-dessus de n'importe quelle, on va dire, sensibilité idéologique. Maintenant, pour Macron, je pense que fondamentalement, tout ça va continuer et il n'y aura pas un changement très grand. Maintenant, ce qui est important à jouer, c'est du côté du Maroc. Comment le Maroc va se positionner par rapport à ce nouveau président, tout en sachant tout ce que le Maroc a fait ces dernières années en termes de redéploiement diplomatique dans le monde et son changement de stratégie sur ses priorités, sur la question de Sahara, l'Union africaine, l'ONU, la Russie et tout ce travail qui a été fait pendant plusieurs années maintenant. À voir. On verra pendant les années qui viennent comment tout ça va évoluer. Mais les France, je pense qu'elle a ses intérêts. Ils ne vont pas changer du jour au lendemain. Stéphane Colas, membre de la direction collégiale des Républicains. Sur l'amateurisme de Macron et l'amateurisme inquiétant, pendant la campagne électorale, on lui a évidemment demandé, comme on l'a fait pour tous les autres candidats, ce qu'il en serait demain sur sa politique à l'égard de la Syrie. Si on veut élargir le problème à l'égard de la Syrie, la question était très claire, faut-il, oui ou non, que la France continue à intervenir en Syrie ? Et voilà que Macron répond, bien sûr que oui, mais à condition de le faire sous mandat de l'ONU. Alors c'est juste une blague, c'est-à-dire que on sait très bien que sous mandat de l'ONU, c'est pas possible, puisque on a essayé de le faire plein de fois, la Russie et la Chine mettent leur veto systématique. Donc, est-ce que c'est une Donc, la réponse est plutôt non, a priori. Non, mais alors c'est quoi la réponse ? Je sais bien, mais est-ce que la réponse c'est je dis ça, ça veut dire non, mais j'ose pas dire non ? Est-ce que c'est une incompétence crasse, c'est-à-dire je connais pas le dossier ? Est-ce que c'est je maintiens le flou pour essayer de contenter tout le monde ? Mais comment vous vous rendez compte qu'on vient d'élire celui qui est le chef des armées, celui qui va décider de la politique stratégique et de défense de la France ? C'est quand même très inquiétant. Et donc, et effectivement, il y aura un ministre des Affaires étrangères, il y aura une diplomatie qui va subsister, etc. Mais quand l'impulsion, dans un monde dangereux comme celui dans lequel nous vivons, l'impulsion est absente ou complètement évanescente, on peut s'inquiéter. Rachida Chachi, chroniqueur au Matin Luxe, comment, alors de notre côté à nous, de notre, à partir du Maroc, comment est-ce que nous on doit aborder ce nouveau président pour échanger un petit peu les rôles ? Comment est-ce que le Maroc doit se redéployer et reconsidérer ses relations avec la France ? Avec prudence, parce qu'on sait désormais que depuis... Alors, il y a des changements très intéressants dans le monde qui sont opérés ces dernières années et qui peuvent nous profiter. C'est que, premièrement, depuis Sarkozy, on a une politique étrangère française qui n'est plus souveraine. Je veux dire, qui ne veut plus dans l'intérêt de la France, mais qui s'aligne intégralement sur la diplomatie américaine.
Prenons le cas, par exemple, de la Syrie. Alors, avec Jacques Chirac, on avait encore une diplomatie française avec une politique arabe qui tentait à garder les intérêts de la France dans le monde arabe, à trouver des équilibres au niveau de la question arabe-palestino-israélienne. Donc il y avait une politique et il y avait l'opposition de Jacques Chirac à l'intervention militaire américaine en Irak. On se souvient, il y avait le bloc Chirac, Schroeder, Poutine qui s'était opposé à l'intervention en 2003 des États-Unis en Irak. Depuis Sarkozy, il a réintégré la France dans le commandement de l'OTAN. Au niveau de la diplomatie extérieure, il s'est aligné intégralement sur toutes les positions américaines, notamment sur la question de la Libye. De même, avec François Hollande, on a au niveau du dossier syrien non seulement un alignement, mais un zèle qui fait que cette diplomatie est devenue plus royaliste que l'euro, en quelque sorte plus américaniste que les Américains. Parce qu'à un certain moment, quand il y avait, entre parenthèses, l'utilisation d'armes chimiques, dont on a vite décidé que c'est le gouvernement de Bachar al-Assad qui l'a utilisé. Il y avait le débat autour de la ligne rouge qui a été franchie, qu'il fallait intervenir. Mais on sentait dès le départ que Obama n'avait pas envie d'intervenir et qu'il cherchait un prétexte pour ne pas intervenir. Et donc ça a été le Congrès. Pareil pour Cameron qui cherchait un prétexte. Et malgré ces deux grandes puissances qui ne veulent pas intervenir, Hollande et la diplomatie française avec le Fabius voulaient continuer à intervenir, a vécu ça comme étant une trahison américaine. C'est-à-dire et qui va intégralement contre les intérêts de la France. Parce que je pense qu'un Français aujourd'hui au Proche-Orient ou en Afrique est beaucoup moins en sécurité qu'il l'était sous Chirac ou avant. D'accord ? Je pense que l'image de la France a été grandement dégradée, que les Syriens n'ont rien compris à la position de la France, parce que quand on interroge des Syriens, eux ils ont gardé l'image d'une France qui avait sa diplomatie, qui servait de contrepoids dans la région, qui permettait d'équilibrer, de concilier les intérêts, qui connaît bien la région, qui est devenue une France qui semble totalement ignorer la subtilité, l'extrême complexité du Proche-Orient et du Moyen-Orient, d'ailleurs que les Anglais connaissent toujours et maîtrisent toujours, mais la France a perdu cela. On se retrouve avec une approche manichéenne de la diplomatie, sans aucune subtilité, sans aucune intelligence. Et ça fait peur, je veux dire. Et pour nous, Marocains, et pour nous, Africains, globalement, une France qui n'est pas souveraine diplomatiquement, d'accord, ça pose problème, mais heureusement qu'aux États-Unis, il y a eu un coup d'arrêt à cet État profond américain qui a mis à feu et à sang différentes régions dans le monde avec Donald Trump, qui est obligé de composer, de pactiser, de faire des compromis avec cet État profond aux États-Unis, mais qui quand même met en difficulté le pôle atlantiste qui existe en France, qui est incarné par le système financier, idéologique autour de Jacques Attali, autour du mondialisme, qui se retrouve déconnecté de la maison mère en quelque sorte et qui n'a plus les moyens de cette diplomatie agressive et atlantiste et mondialiste. Donc du côté marocain, on aura un président qui, à mon avis, est beaucoup plus imprévisible que Donald Trump. Je parle de Macron, il est beaucoup plus imprévisible que Donald Trump, parce qu'au moins Donald Trump, tout est annoncé dès le départ, d'accord ? C'est un recentrage sur les États-Unis, c'est un suprématisme américain au niveau commercial, au niveau économique, et c'est une volonté de non-ingérence dans les pays étrangers. Et d'ailleurs, quand on a critiqué Donald Trump pour ne pas tenir parole en disant qu'il a bombardé la Syrie, qu'il a bombardé l'Afghanistan, quand on va dans le détail, on voit que sur le dossier syrien, j'ai traité 1000 fois, c'était une base vide qui a été bombardée, sachant que les Américains avaient prévenu les Russes un jour avant pour vider la base, et qu'en Afghanistan, on a lancé la plus puissante bombe conventionnelle au monde pour détruire 3 grottes. D'accord ? C'est pas ce que j'appelle un bellicisme, un interventionnisme militaire. C'est là encore, ces 2 opérations en Afghanistan et en Syrie servaient, avaient pour but de servir la politique intérieure des États-Unis. C'est pour se donner une image vis-à-vis de cet État profond qui le pousse à la guerre et pour ne pas être discrédité devant la population américaine qu'il a fait ces fausses interventions. Mais dans le fond, je pense que c'est fini de cet axe totalement aligné entre Washington, Londres, Paris et Tel Aviv, et qu'aujourd'hui on a une rupture entre les deux. Et il serait intéressant de voir comment la France va se comporter dans ce nouveau paradigme. Mais dans tous les cas, il faut être prudent, notamment sur le dossier du Sahara marocain. Parce que des surprises peuvent émerger, sachant que Macron a visité l'Algérie, d'accord, qui n'a pas daigné faire un détour au Maroc et qu'il a promis qu'il allait venir au Maroc après les élections. C'est-à-dire, là, il faut se poser des questions et s'interroger. Mais il a bien dit que le Maroc était un des pivots de sa politique africaine. Je pense, moi, en tant que Marocain, que c'est une insulte. Je pense que, en tant que Marocain, le rêve que j'ai pour le Maroc, c'est pas de devenir le pivot d'une puissance étrangère. Ouais. Stéphane Collat, membre de la direction collégiale des Imaginez, le Maroc dirait que pour nous, la France est désormais un pivot pour accéder au marché européen. Ça vous semblerait une insulte pour le... Oui, normalement, il aurait pu dire le Maroc est un partenaire stratégique privilégié pour la France, et pas un pivot pour l'Afrique. Ouais. Stéphane Collat, vous y voyez une sorte, presque j'allais dire, d'insulte vis-à-vis du Maroc et des Marocains lorsqu'on parle de pivot. Est-ce que vous êtes d'accord avec Rachid Achachi ?
Est-ce que aussi vous êtes d'accord avec le fait que Rachida Chachi nous dise, voilà, on est face aujourd'hui, nous autres Marocains, nous sommes face à un président qui pourrait être éventuellement plus imprévisible que ce qu'on pourrait imaginer. Est-ce que vous semblez être d'accord sur ce point également ? Sur les propos et la terminologie employée, je pense que dans le discours d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup d'air chaud, de portes ouvertes enfoncées. Et donc, quand on ne sait pas quoi dire sur le Maroc et qu'on est interrogé, ça m'est arrivé moi-même. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit les relations entre la France et le Maroc sont privilégiées, l'histoire commune, l'économie, le rôle de pivot, ou je ne sais quoi. Voilà, des propos convenus, des propos de salon qui résument assez bien toute la pensée générale et toute cette campagne de Macron. Donc si le terme était un peu maladroit, c'est possible, mais globalement, c'est rien d'autre que ce qu'on entend à peu près sur tous les sujets depuis des mois quand il parle de la France profonde, ce genre de choses. J'ai oublié quelle était votre deuxième question. La deuxième question, même moi vous m'avez fait oublier la deuxième question, mais sur le côté imprévisible. Mais le côté imprévisible, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'ils n'ont pas d'idée et donc ça se construira, la politique diplomatique de la France se construira en avançant, et ce qui est inquiétant. Mot de la fin, Nizar Benhamad, journaliste indépendant, pour finir. Je pense que je suis assez d'accord avec les deux interventions qui viennent d'être faites. C'est que il n'y a pas une profondeur, une vision de la diplomatie, et pas seulement de comment la France va développer ses relations avec le Maroc sur différents niveaux. Maintenant, il n'y a pas que le Maroc, mais en tout cas, il y a l'État d'un côté, comme j'ai dit tout à l'heure, et il y a le candidat, et on craint qu'il n'a pas clairement beaucoup d'idées à avancer et beaucoup de choses, que ce soit pour concilier les deux intérêts des deux États sur la question diplomatique et sur d'autres questions, forcément. Donc, on va découvrir ça en train de naviguer. Rachida Chachi, chroniqueur Matin Luxe, pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin, j'ai vu que beaucoup de médias s'interrogeaient sur l'intérêt accru des Marocains pour les élections en France. Alors, en réalité, on peut le comprendre, c'est un plan géopolitique. On est dans une dynamique historique qui fait qu'on ne peut pas penser notre géopolitique, notamment en Afrique, où la France a toujours des intérêts, sans suivre les évolutions qui arrivent en France. Mais par contre, au-delà de cette lecture de ce qui se passe sur le continent européen et africain, je pense qu'il est temps pour nous Marocains de nous interroger sur notre propre doctrine. Est-ce qu'on a réellement une doctrine géopolitique ? Est-ce qu'on a une doctrine nationale ? Est-ce qu'on a un projet sociétal ? Afin de pouvoir profiter des éventuelles mutations, des fenêtres d'opportunité qui sortent sur le plan géopolitique. Mais tant qu'on ne sait pas où on va, tant qu'on n'a pas une vision claire, tant qu'on n'a pas de cadre idéologique et de profondeur idéologique pour porter un projet national, on ne peut que voir comme des vaches qui voient le train passer, les profondes mutations qui s'opèrent, les fenêtres d'opportunité, sans pouvoir profiter d'aucune de ces opportunités-là. Donc voilà, il est temps de se recentrer sur notre politique intérieure et d'acter que même au Maroc, le clivage gauche-droite n'est plus aussi opérant qu'avant, qu'il doit être réinventé et qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'une nouvelle dynamique politique s'enclenche au Maroc et qu'un nouveau message politique, qu'un nouveau paradigme politique soit proposé aux Marocains. Rachida Chachi, un Macron à la marocaine, ce serait souhaitable ? Non, pas du tout. Et je vois ça venir de loin. Ça va venir et c'est un vrai danger, tout à fait. Pourquoi ça serait un danger ? Mais parce que déjà on est confronté à des libéraux au Maroc qui sont dans une fausse alternance. On a des islamistes libéraux, une gauche libérale, une droite libérale. Il manquait plus qu'un superflu libéral au Maroc. Je pense qu'au Maroc, il y a une nécessité vitale de faire émerger un mouvement politique souverainiste et identitaire au Maroc, qui part de l'identité plurielle du Maroc, d'une identité ouverte et pas fermée. Et partant de là, on développe notre propre doctrine géopolitique, avec des intérêts clairs, en répondant à des questions fondamentales. Qu'est-ce que l'homme marocain ? Qu'est-ce que la culture marocaine ? Qu'est-ce que la terre marocaine ? Qu'est-ce que le monde qui nous entoure ? Afin de pouvoir émerger en tant que puissance réelle. Mais le but final de toute doctrine politique ou idéologique, c'est le bien-être général de la population. Il ne faut pas l'oublier. Mais tant qu'on est dans un grand gloubi-glouba libéral, on fait n'importe quoi, c'est le taux de change flottant, c'est les accords de libre-échange, on se retrouve déficitaire dans tous nos accords de libre-échange et on va directement vers la catastrophe parce qu'on n'est pas souverain
intellectuellement. Et donc, ce que je dis, tout ce que j'ai dit, je résume en une phrase. Il faut reconquérir le terrain culturel et le terrain du concept. Et donc, c'est un combat gramscien que les Marocains doivent mener aujourd'hui. 15h32. Merci à nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure. Merci à Stéphane Colla, membre de la direction collégiale des Républicains au Maroc. Merci également à Nizar Benamat, journaliste indépendant, Rachid Achachi, chroniqueur au Matin Luxe, chercheur en économie et en anthropologie. Merci messieurs. Tout de suite, place aux après-midi Tentation. C'est jusqu'à 18h. Les nuits magiques de 20h à minuit en compagnie de Karim Alain Boucher. Excellent après-midi à toutes et à tous sur Lux Radio. Je vous retrouve demain pour un autre débat.